J'ai toujours dit qu'il y avait deux types d'écrivains. Il y a les architectes et les jardiniers. Les architectes créent des plans avant même d'enfoncer le premier clou. Ils conçoivent toute la maison, l'emplacement des tuyaux et le nombre de chambres, la hauteur du toit. Ils ont tout prévu, contrairement aux jardiniers, lesquels estiment qu'il suffit de creuser un trou et semer la graine pour voir ce qui arrive. Je pense que tous les écrivains sont à la fois des architectes et à la fois des jardiniers, mais ils ont tendance à tendre vers un côté ou vers l'autre, et je suis certainement plus un jardinier. Extrait d'un entretien de 2011 de J.R.R. Martin pour le journal The Sydney Morning Herald. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode à la croisée des plumes, le premier de l'année 2025. Alors déjà, je voulais vous souhaiter une bonne année à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sanguine sur le podcast. Bonjour Sanguine! Salut, merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir. Et bonne année à tous. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Comme d'habitude, on va commencer cet épisode en parlant de toi, pour que les auditeurs qui ne te connaîtraient pas puissent se faire une petite idée de qui tu es. Alors, est-ce que tu peux te présenter, par exemple, dans quel genre tu écris, quel est ton parcours en tant qu'autrice, quelles sont tes passions, tes activités, voilà, tout ce que tu veux dire sur toi, voilà, je te laisse te présenter. Oh oui, je pense que je peux faire ça, ça reste toujours moins difficile qu'un entretien d'embauche. Donc bon, allons-y, n'est-ce pas? Donc, je suis publiée depuis l'année 2022. J'ai sorti mon premier roman aux éditions du Chat Noir, donc il s'appelle Va au diable. C'est plus une novella d'ailleurs qu'un roman. Donc une novella, pour faire court, oui, c'est le cas de le dire, c'est un peu plus long qu'une nouvelle, mais c'est pas vraiment un roman, si vous voulez. Un roman de base, pour être considéré en tant que tel, il faut à peu près 50 000 mots. Et donc une novella, maximum, c'est dans les 20 000, 30 000, pas plus. Donc une novella, c'est bien ça. Elle s'appelle Va au diable et elle a eu un préquel qui est sorti en avril dernier qui s'appelle Que le diable t'emporte. Donc ce sont deux novellas qui sont liées mais qui peuvent être lues indépendamment l'une de l'autre. C'est la magie de la chose. Puisque de base, le préquel n'était pas prévu en fait. J'avais prévu de faire juste une seule histoire, une seule one-shot, mais comme il y a eu un bon accueil et que l'histoire et l'univers m'a beaucoup plu, celui-là est sorti aussi. Donc ça, c'est pour la petite anecdote, la première. Chez Le Chat Noir, j'ai un autre roman aussi qui était sorti en octobre 2020, 2023, oui. Je commence à m'embrouiller avec les dates, c'est pas bon ça. Ici, Ville des Ténèbres, il s'appelle. Donc là, c'est plus un roman plus épais, on va dire. Un vrai bon roman, pas une novella. Et qui est plus dans le genre fantastique, historique, gothique. Quant aux deux novellas dont j'ai parlé précédemment, elles se rapportent à ce qu'on appelle l'urban fantasy. Voilà, donc ça c'est le point fantastique sombre aux éditions du Chat Noir, qui est la maison chez laquelle j'ai le plus publié, avec laquelle j'ai le plus travaillé. Mon quatrième roman, qui est sorti en fait, c'était il y a à peu près presque 2 ans maintenant. Oui, le temps passe vite. Il s'appelle Quand nous nagions sous les étoiles et vous pouvez le trouver chez Juno Publishing. Donc là, on est toujours en urban fantasy, mais dans la romance avec un grand R, une romance queer d'ailleurs. Donc c'est un tout autre genre qui n'appartient pas au fantastique sombre. Puisque pour revenir sur ce que tu me demandais de préciser, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup dans le fantastique sombre. C'est vraiment mon genre de prédilection, même si je touche à peu près à tout. Et pour l'instant, tout ce que j'ai publié, ça se rapporte à cette branche-là. Donc, sauf cette romance-ci. Qui est la seule que j'ai pas lue encore. J'ai lu les 3 autres que j'ai adorées, mais Quand nous nagions sous les étoiles, je connais pas encore. Ah, donc peut-être l'ajouter à la pile à lire, je ne sais pas.
Bah, j'adore les univers que tu proposes, donc généralement quand je découvre un auteur ou une autrice que j'adhère, bah, je suis prête à la suivre sur des genres que je suis pas forcément amatrice. Toi, la romance, j'en lis très très peu, Oui, pareil mais en ça fait. peut être une porte d'entrée en fait. C'est ça, pareil, c'est que j'ai eu envie d'écrire cette histoire, donc je l'ai écrite, mais j'avoue que la romance, c'est pas vraiment un genre que je lis beaucoup. Surtout de la romance qui est un peu trop convenue à mon goût. Après, je sais qu'il en existe énormément, hein, c'est quand même un genre très 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 développé. Mais c'est pas un genre dont je suis spécialiste et que je lis beaucoup, mais ça n'empêche pas d'écrire dessus un minimum. C'est la magie des auteurs. Même si tu n'y connais rien, tu peux quand même écrire, enfin en faisant un minimum d'intention, hein. Sinon, qu'est-ce que je pourrais raconter de plus sur moi? Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, ils savent que je suis quelqu'un de pas forcément très sain d'esprit, hein. Ça c'est fait. Et pour les autres, je dirais que, eh bien, ce qui me caractérise le plus en tant que personne et en tant qu'autrice, ce serait un humour très douteux. Vraiment, je m'excuse d'ailleurs à l'avance pour ce podcast parce qu'il va sûrement y avoir des blagues pas recommandables, mais bon, tant pis, ça fera un peu d'animation. Voilà, donc c'est mes grandes passions, on va dire. Sinon, d'un point de vue un peu plus personnel, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai travaillé dans le milieu du funéraire pendant un moment. J'étais maîtresse de cérémonie et assistante funéraire. Donc, en gros, c'est moi qui m'occupais des obsèques, de la conception à la réalisation. Et c'est un métier, je dirais, passionnant, hein, même s'il n'a pas très bonne réputation, je sais. Alors, d'un côté, parce que les gens trouvent ça glauque, bon, je peux pas vraiment nier. Et ou sinon, il y a d'autres personnes qui pensent que c'est un milieu de voleurs. Ça, j'ai jamais trop compris. Parce que bon, voilà, on peut pas vous enterrer à poil dans un trou, ce n'est pas possible. Donc forcément, il y a des coûts qui s'ajoutent à cela. Mais c'est un métier quand même que j'ai trouvé très intéressant d'un point de vue humain finalement, parce que c'est un métier où on voit beaucoup, beaucoup de gens passer avec beaucoup d'histoires qui sont souvent prêts à partager, en fait. Donc, voilà, c'est un métier, je trouve, qui peut être très épanouissant sur le plan humain. Mais encore faut-il être au bon endroit et avoir des patrons qui se soucient de l'humain, justement, et pas seulement de l'aspect commercial. Voilà, et sinon, dernière chose, mon autre grande passion, ça va être aussi quelque chose que les gens connaissent déjà s'ils me suivent un peu, ce sont les poupées. Alors, pas les vieilles poupées en porcelaine pourrie de votre grand-mère qui vous est flippée quand vous veniez chez elle, ça non. Pas les poupées Barbie non plus, non merci. Moi, elles s'appellent les BJD, en fait, c'est l'acronyme pour Ball Jointed Dolls. Oui, j'ai un accent anglais pourri, je m'excuse. Ce sont des poupées en résine customisables, en fait, pour faire court, que je peins moi-même, pour moi ou pour une clientèle, et qui permettent d'incarner des personnages de façon absolument gigantesque, sans limite. Vraiment, la seule limite, on va dire, c'est celle de l'imagination parce que le terrain de possibilités avec elle est absolument infini. Et donc ce sont des personnages que j'exploite à travers mes histoires régulièrement ou juste que j'aime mettre en scène et photographier. Voilà, mais bon, c'est vrai que pour certaines personnes, elle reste un peu flippante s'ils n'aiment pas les poupées. Mais d'ailleurs, t'as un compte Instagram qui est dédié à cette passion que je mettrai en barre d'infos si tu Oui, veux tout bien. à fait. C'est le compte qui s'appelle Hydranemon. Donc ça, c'est entièrement dédié aux poupées. Vous ne verrez que ça, que des poupées. Alors si vous avez peur des poupées, n'y allez pas, je ne suis pas responsable des cauchemars qui pourraient s'en suivre. Non, en vrai, moi je les trouve très belles, elles sont magnifiques. Merci, c'est gentil. Je t'écoutais là parler de ton ancien métier et ça me fait rire parce qu'au Chat Noir, vous êtes au moins deux autrices à avoir travaillé un peu dans ce milieu, parce que Nora Lake, elle a été thanato-praticienne avant d'être prof de français et autrice. Je dis, il y a un truc commun là, à tire chez Chat Noir. Ça Oui, mais explique c'est peut-être un normal. peu les thématiques de vos romans. C'est normal, les auteurs du Chat Noir, ils sont chelous en général. Donc, c'est pas surprenant, on va dire. Une maison spécialisée dans le fantastique sombre attire forcément des gens sombres eux-mêmes. Je voulais rajouter une information que sur Ici vivent les ténèbres, pour donner encore plus envie aux lecteurs et lectrices de le découvrir, parce qu'il a une belle histoire, ce roman. Il s'est fait repérer avant sa publication, si je dis pas de Ah bêtises. oui, en fait, la jeunesse du roman, c'est vrai que c'était assez drôle, c'est que c'était en 2020, 2021-2022, ouais, à cheval.
J'avais participé à, c'était la deuxième, troisième édition, je sais plus, des Murmures littéraires, qui est en fait un concours national qui permet aux gens qui n'ont pas été publiés déjà, ou même qui ont déjà été publiés, hein, c'est pas un problème, mais vraiment à toute personne désirant participer d'envoyer un manuscrit pour déjà avoir une chance de figurer parmi les gagnants et donc d'être présenté aux maisons d'édition partenaires, mais aussi pour recevoir de la part d'un jury très hétéroclite et très pointilleux des fiches de lecture en fait très 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 précises qui permettent d'améliorer son manuscrit. C'est entièrement gratuit, hein, il n'y a aucune condition, il me semble, à part d'écrire en français, bien sûr, et d'être majeur, je crois, et encore. Enfin bon, c'est un concours très très intéressant auquel j'avais participé donc avec ce manuscrit-là. C'est un concours qui sont en plusieurs étapes en fait, puisqu'à chaque fois, chaque étape est éliminatoire. Et plus vous avancez dans le concours, plus votre manuscrit est lu par les membres du jury, donc ils sont anonymes et variés, et plus vous recevez des fiches de lecture très précises sur les premiers chapitres, puis l'entièreté du manuscrit, etc., etc. Donc mon manuscrit était en lice, il franchissait étape par étape les sélections, donc j'étais très très contente bien sûr. Et en parallèle, hein, je l'avais envoyé à diverses maisons d'édition, puisque rien ne l'interdit. Il suffit juste en fait de prévenir les Murmures littéraires si votre manuscrit est sélectionné, bien sûr. Mais donc il était en parcours éditorial pendant qu'il était en concours. Donc voilà, c'était un peu le challenge. Et à ce moment-là, en fait, j'avais déjà contacté le Chat Noir pour leur envoyer un autre texte qui était Mais va au diable, puisque étant une novella, c'était encore possible de la renvoyer car les soumissions pour ce genre de texte étaient encore ouvertes, alors que pour les romans entiers, ce n'était plus possible. Donc je leur avais envoyé ce texte-là, et finalement, il les a intéressés, et ils m'ont demandé du coup si j'avais autre chose à leur soumettre. Donc je leur ai dit, bah, écoutez, j'ai ce manuscrit-là que je vous avais pas envoyé parce que vous ne preniez plus de romans complets. Donc je leur ai envoyé celui-ci. Et il a été lu pendant qu'il était encore en lice au Murmure littéraire. C'était vraiment kiff-kiff des deux côtés. Enfin, plus ça avançait d'un côté, plus ça avançait de l'autre. Et finalement, le Chat Noir m'a validé ce texte, m'a dit qu'il l'avait beaucoup aimé, qu'il voulait être publié. C'était juste avant que les résultats des Murmures littéraires tombent. Donc je les ai prévenus et ils m'ont dit ah oui bon mais ok c'est cool pour toi mais t'étais notre unique gagnant dans la catégorie suspense en fait. Donc c'est comme c'était en même temps j'ai été finaliste et lauréate des Murmures littéraires avec ce texte-là tandis que je signais chez le Chat Noir en même temps. Voilà pour la jeunesse du roman. Une belle histoire. Et Oui, vraiment le hasard. quand on le lit, on comprend. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as apporté au genre de la maison hantée et aussi la façon dont tu traitais les différents personnages. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. C'est vrai que le challenge avec ce roman-là, c'est ce dont je parle en salon souvent quand je le pitch aux gens. C'est que le genre de la maison hantée, il est quand même ancien, il est connu, est reconnu. Il y a eu énormément d'adaptations, que ce soit des livres, des films, des BD, des jeux vidéo, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'est un genre en fait qui n'est plus novateur du tout, mais qui reste super et passionnant. Hein. Vraiment les amateurs du genre, nous on adore ça, même si c'est pas nouveau. Donc le challenge c'était quand même d'écrire dans les codes du genre qui sont super chouettes, mais aussi de proposer une histoire complètement originale à côté, pour pas refaire ce qui a été fait, ça n'a aucun intérêt. Donc c'était ça le challenge, vraiment reprendre les codes, mais faire du nouveau avec. Donc je pense que j'ai plus ou moins réussi dans le sens où je propose une histoire quand même complètement originale, avec des personnages qui le sont aussi, mais je me suis vraiment appuyée sur tous les ressorts à peu près scénaristiques possibles de la maison hantée, surtout sur l'atmosphère et le cadre qui sont si chers au genre et qu'on aime toujours voir à l'écran ou bien lire, et pour faire quelque chose de finalement d'unique en son genre. Bah, ça se ressent hein, quand tu es passionné de maison hantée. Tu sens que l'autrice aussi est passionnée et il y a plein de références, c'est un hommage en presque à ce que tu as C'est fait au ça. genre, donc j'aime beaucoup aimer. C'est ça, tout à fait. En plus, pour ce qui était assez marrant aussi avec ce livre-là, c'est que j'avais déjà achevé le manuscrit, le premier jet, etc. Tout était déjà écrit quand il y a deux séries qui sont arrivées sur Netflix. C'était The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Encore désolé pour mon accent. Donc, sont tous les deux du même réalisateur.
et qui sont géniales, en fait, qui sont des adaptations. Alors, d'une part, c'est le Tour d'écrou pour Bly Manor, donc un livre écrit par Henry James, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et l'autre, je crois que c'est Shirley Jackson, Nous avons toujours vécu au château, ou quelque chose C'est comme ça. l'autre, c'est La Maison hantée en français, donc The Haunting of Hill House, qui a été Oui, mais... adapté au cinéma par La Maison du Diable dans les années 60. Ah oui, mais c'est un livre de Shirley Jackson à la base, il me semble. C'est Enfin, ça, un c'est livre ça, qui est génial que je vous voilà. recommande. C'est ça. Et alors, j'ai préféré Hill House, mais mon histoire à moi rapporte plus à Bly Manor pour certains détails, etc., dont je ne parlerai pas parce que ça serait du spoil. Mais ça m'a fait rire parce que d'un côté, ça m'étonne pas du tout qu'il y ait des similitudes, puisque Mike Flanagan, réalisateur, donc, et moi, on a repris les codes du genre, donc on a fait quelque chose qui a un tronc commun, mais après on part dans des directions complètement différentes, avec des développements différents, des personnages différents, etc. etc. Mais voilà, c'était vraiment l'expression justement du fait que quand on reprend les codes du genre, forcément il y a des similitudes avec plein d'autres œuvres, elles sont comme interconnectées, et l'intérêt justement c'est de voir comment on tire son épingle du jeu et ce qu'on arrive à fournir en fait de nouveau, qui n'a pas encore été vu ou lu. Et ce sont deux séries que je vous recommande aussi parce que ça fait Mm. partie de mes séries préférées, Mm. toujours confondues. J'aime beaucoup le travail de Mike Flanagan et enfin bref, j'ai déjà fait beaucoup d'éloges par rapport à son travail dans différentes interventions, mais voilà. C'est Ce qui ça. explique aussi pourquoi je me suis retrouvée dans ton roman du coup. C'est ça, tout à fait. Mais oui, en gros, toutes ces séries sont très très bonnes. Après, les gens ont leurs préférés, il y en a qui sont peut-être mieux que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est quand même quelqu'un, je pense, qui a compris le genre gothique, compris le genre horrifique, le genre fantastique, et qui peut vraiment faire des très très beaux résultats avec ça. Mm. Eh bien, merci pour ta présentation et celle de tes romans. Pour terminer cette partie introductive, est-ce que tu pourrais nous partager ton roman préféré, si tu en as un, et si c'est trop dur, ton dernier coup de cœur littéraire? Oui, effectivement, c'est pas la question la plus facile, hein. Autant demander à un chat s'il veut rentrer ou sortir, c'est pareil. Donc, mon roman préféré, je vais encore saouler les gens qui me connaissent avec ça, mais je dirais que c'est Les Mensonges de Locke Lamora, donc qui appartient Mm. à la saga des Salauds Gentilshommes, écrit par Scott Lynch, que vous trouverez publié en français chez Bragelonne. Et de base, c'est un auteur américain, donc. C'est vraiment mon roman préféré depuis, je pense, depuis plus de 15 ans. Donc ça commence à remonter un petit peu. Mais pour plein plein de raisons dont je pense que j'en exposerai certaines plus tard dans le podcast, puisque ce sera raccord avec les thématiques que nous allons développer. Mais c'est vraiment, oui, un roman très important pour moi, que je conseille toujours, toujours, toujours aux gens. J'ai harcelé des gens pour qu'ils le lisent. Ça a pris du temps, mais ils l'ont fait, et ils m'ont remercié, donc ça vaut le coup. Il est dans ma ligne de mire depuis pas mal de temps, mais je crois que ça va être un sujet qui fâche, mais c'est pas inachevé pour l'instant. Oui, le problème c'est que Scott Lynch écrit lentement. En plus, il me semble qu'il a eu des problèmes personnels d'ordre de la dépression, etc., hein, ce que je comprends complètement. Donc clairement, il faut être patient. Je sais que pour la sortie du troisième tome, parce qu'il y a 3 tomes sortis pour l'instant, je crois il y en a 5 de prévus en tout, quelque chose comme ça. J'ai attendu la sortie du troisième tome pendant 7 ans. Alors, c'est pour vous dire que j'ai été patiente. Et là, ça fait un moment qu'on attend la suite aussi, qui arrête pas d'être repoussée. En fait, je surveille la sortie américaine, donc il y a des updates dessus régulières, hein, mais pour l'instant, c'est pas encore sorti. Donc, il faut attendre, mais ça vaut le coup. Et techniquement, en fait, chaque roman est déjà tellement intéressant, tellement complet, que c'est pas quelque chose qu'on a besoin de lire et de dévorer comme une cacahuète, en fait. En plus, si je m'en réfère à ce que j'ai pensé pour la troisième tome, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un cycle terminé, donc limite, on peut se contenter des 3 tomes pour le moment, même si bien sûr j'attends la suite avec impatience. Ça sera pas inachevé, si vous voulez, si vous lisez les 3 tomes maintenant. Vous n'allez pas tomber sur quelque chose, un cliffhanger qui dira ah là là, il faut absolument que je lis la suite. Il y aura plein de trucs que vous aurez envie de lire et de connaître, mais vous serez pas sur votre fin de la manière la plus traître possible. Donc vous inquiétez pas.
De toute façon, c'est pas ça qui va m'empêcher de le lire parce que bon, moi, un de mes univers fictifs préférés, c'est le Trône de Fer, donc voilà, Oui. on est sur une situation assez similaire, donc Ah oui, tout à je fait. compte le lire aussi. Mais il y a plein d'œuvres comme ça qui ont l'air géniales en fantasy. Je crois que c'est le Nom du Vent aussi qui est dans une situation pareille où ça fait des années qu'on attend la suite, donc Oui, non, mais c'est clair qu'il faut pas être patient. Moi, je ne ferai pas de pari entre Scott Lynch et George Martin, hein, mais on verra qui sortira en premier. De toute façon, je pense que Bragelonne y croit toujours, puisqu'ils font des ressorties avec des autres éditions, etc. Ils refont des covers pour les salles aux gentilshommes, donc ça va, c'est qu'ils sont pas désespérés. eh bien, merci beaucoup pour ce partage. Je te propose de commencer du coup le sujet de cet épisode. Donc architecte versus jardinier, j'ai appelé ça comme ça, même si c'est pas vraiment un duel, hein, c'est plutôt un partage d'expérience. Le thème de cet épisode, il va peut-être surprendre les auditeurs qui sont novices de l'écriture. Peut-être que certains ne connaissent pas ces termes. Voilà, architecte et jardinier, c'est quoi? On est où là? Donc je propose pour commencer donc qu'on explique ce qu'on entend par là. Donc ça concerne l'écriture, la conception, la structuration d'une intrigue, hein. Grosso modo, il y aurait deux teams, même si c'est pas aussi simple que ça, hein, on va revenir dessus. D'un côté, il y aurait les architectes, de l'autre les jardiniers. Alors Sanguine, est-ce que tu peux expliquer en gros ça veut dire quoi ces termes? Si je devais résumer de manière extrêmement grossière, je dirais que les architectes, ce sont les stressés de la vie, et les jardiniers, ce sont ceux qui n'en ont rien à foutre. Non, j'abuse un petit peu. En fait, architecte, comme le nom l'indique, c'est ceux qui bâtissent. Donc, ça va être plus les écrivains qui ont besoin de structurer absolument tout le récit avant même de commencer à l'écrire. Donc, ils vont faire des plans, par exemple, chapitre par chapitre, voir avec le contenu détaillé de chaque chapitre. Ils vont prendre beaucoup de notes en parallèle pour ce qui est des personnages, du lore, des lieux, des dates, enfin tout ce que vous voulez. Donc vraiment, en fait, ils vont écrire avant d'écrire. C'est vraiment ça. Ils vont tout planifier. Alors que, à l'inverse, le jardinier, et ben justement, comme son nom l'indique aussi, il va planter des choses, il va planter des graines, on va dire, il va planter des idées, et il va voir comment ça va pousser. Donc, de temps en temps, il va intervenir dessus, il va peut-être, comment dire, soit défricher, soit accélérer la croissance de quelque chose. Enfin bref, le jardinier, il est plus passif. C'est pas qu'il ne fait rien, hein, c'est juste que le récit, pour lui, c'est pas quelque chose qu'on va planifier, c'est plutôt quelque chose qu'on va commencer à creuser, commencer à faire, et ensuite on va le regarder se développer, on va intervenir dessus d'une manière plus ou moins minime, et on va se laisser porter par le récit en fait. Donc c'est plus des gens qui ont tendance à improviser, qui n'ont pas forcément de plan de chapitre, qui savent pas à l'avance tout ce qui va se passer. C'est vraiment une manière complètement différente d'appréhender son roman et de l'écrire. Bah, c'est une explication très claire, je trouve. À noter qu'on parle aussi parfois de structuraux et de scripturaux. En gros, si je dis pas de bêtises, hein, parce que les deux termes se ressemblent, donc je m'en mêle les pinceaux à chaque fois. Les structuraux, ce sont les architectes, et les scripturaux seraient plutôt les jardiniers. Ouais, Mais c'est marrant, moi, j'avais jamais entendu cette appellation-là avant. j'avais découvert ça dans un épisode de Procrastination, le podcast de Lionel Davoust et Mélanie Fazi, Mm. où il désignait ça comme sous ces termes-là. Et j'ai dit, ah, mais si, en fait, une fois en écoutant l'épisode, j'ai compris en fait que c'était à peu près c'était la même chose. Mais je trouve que moi, architecte et jardinier, ce sont des termes peut-être plus imagés et qui me parlent le Mm. plus. Tout à fait. Je trouve qu'ils sont très limpides tous les deux en fait. Et à noter qu'on peut également parler de plus en plus d'un troisième terme, du paysagiste. Donc, ce serait une personne, un auteur qui est un peu plus entre les deux. Par exemple, bah, ceux qui structurent le récit, mais qui se laissent une certaine liberté, ou alors, voilà, qui vont laisser accompagner la nature qui pousse, mais voilà, la tailler un petit peu pour que ça fasse quelque chose de... Ça y est, je me perds dans la métaphore. Non, quelque chose de plus contrôlé quoi. Hmm. Moi j'avais également sur un blog, j'avais vu les termes architecte, qui reste le même, explorateur et bricoleur, tu vois, c'est intéressant, différents termes pour désigner un peu ces catégories d'auteuristes. Donc, pour bricoleur, c'est un acte, l'acte créatif, enfin, est plus axé sur la correction, se fait plus dans la partie réécriture en fait.
Non, que mais dans le je premier jet. comprends. Et petite dédicace à Magali Lefebvre qui nous écoute, qui elle est une paysagiste et qui revendique ce terme. Donc oui, les paysagistes existent aussi. Mais tout à fait, Magali, tu as parfaitement raison. Nous t'encourageons dans cette voie-là, noble voie. De toute façon, oui, les termes, il y en a beaucoup, hein, il y en aura toujours des nouveaux qui vont popper. Moi, personnellement, je m'identifie au terme de barbare, hein, chacun son choix. Donc, voilà. Oui, il faut pas que ça soit non plus trop réducteur à deux grandes catégories, mais c'est bien plus que ça, c'est un spectre en fait, et même Oui, il on y a aura des... l'occasion C'est d'en ça. parler, mais moi-même, des fois, en fonction des projets, je peux un peu changer de ma méthode de faire. Donc, Oui, mais de toute façon, de l'un à l'autre, il y a des transfuges réguliers. On n'est pas figé dans une case, on n'est pas obligé d'être architecte ou jardinier jusqu'à la fin de sa vie, heureusement. mais bon, pour le référencement de l'épisode, je ferai quand même un sondage team architecte ou jardinier. Voilà, et après on s'affondra tous à main nue et voir qui c'est qui l'emporte. Donc, je trouvais intéressant de comparer ces deux façons de faire ensemble parce que en discutant en salon, on a découvert que toi, tu es une jardinière et moi, je suis une architecte. Alors vraiment, tu vois ce que tu as décrit tout à l'heure, l'architecte, c'était moi. C'est vraiment la folle là qui fait qui fait 36 plans, qui a ses plans font 50 pages parce que c'est détaillé chapitre par chapitre. Enfin bref, ça c'est moi. Donc je trouvais ça intéressant qu'on échange sur nos façons de faire, notre façon bâtir, structurer, faire vivre, naître une histoire. Hein. Et pour commencer, je me disais pourquoi pas témoigner chacune l'une l'autre. Comment on procède? Quelles sont les différentes étapes dans l'écriture d'un roman entre on peut partir du tout début, le moment où il y a l'idée qui gère dans la tête, et jusqu'au point final, donc le point final j'entends par celui qu'on pose avant d'envoyer aux autres éditeurs. Toi, comment ça se passe quel est ton processus créatif? Eh bien, je vais dire que mon processus créatif n'est pas extrêmement défini parce que il s'adapte, on va dire, d'un roman à l'autre. Mais l'idée de base reste quand même que j'ai donc une idée, je me dis ah tiens ça a l'air chouette, et puis je commence à écrire et je sais absolument pas ce qui va se passer, c'est pas grave. Non, vraiment, il m'est arrivé de commencer des romans, je n'avais absolument pas la moindre idée de ce que j'allais écrire, mais j'avais envie de l'écrire, donc je l'ai écrit. Voilà, c'est encore plus con dit à voix haute, mais c'est réel. Par exemple, c'était pour l'écriture donc de Que le diable t'emporte, qui est donc le préquel, à la fois suite et préquel, on va dire, de Vers au diable. Là, c'est un peu tronqué parce que j'avais quand même déjà l'univers, déjà les personnages et un roman derrière. Mais je sais que quand je me suis mis devant l'ordi et je me suis dit, bon, j'écris cette suite-là, je savais que je voulais parler de Céleste, donc qui est le personnage principal de cette histoire-là, mais j'avais absolument aucune idée de ce qui allait se passer, de ce qui allait lui arriver en fait. J'ai commencé à écrire ce qui me semblait, enfin, ce qui m'a attiré sur le moment-là, et après, j'ai d'autres idées qui se sont invitées, ça fait un déroulé, un fil que j'ai plus ou moins suivi, et voilà. Mais moi, vraiment, c'est souvent l'écriture, c'est une balade en fait. Comme quand tu pars te balader en forêt, tu vas les mains dans les poches, en grosse touriste. Tu sais pas si tu vas te planter ou te paumer 2 heures après, tourner en rond et rentrer à 23 heures le soir. Mais c'est pas grave, tu vas quand même. Et puis t'es content, c'est ça en plus qui est magnifique. C'est que t'es content de faire ça, même si tu le regrettes plus tard. C'est Mais c'est ça en fait pour après, pour affiner ma réponse, je dirais que souvent quand je commence à écrire, alors bien sûr j'ai le thème qui me porte, hein, j'ai l'idée de base, et cette idée-là, ça peut être un personnage ou une thématique particulière ou quelque chose que j'ai envie d'exprimer. Donc même là, c'est pas défini en fait, ça dépend vraiment d'un projet à un autre. J'ai quelques scènes en fait que j'ai tout de suite envie d'écrire, qui me viennent à l'esprit. Donc ça peut être des scènes très diverses, hein, vraiment pas forcément reliées entre elles. Je dirais que, allez, 4 fois sur 5, j'ai déjà une idée de la fin. Mais ça, c'est pas sûr non plus, hein. Il y a des romans où je ne savais pas quelle serait la fin. Et si vous voulez, j'ai donc mon début, ces quelques scènes et cette fin, ou en tout cas cette potentielle fin. Et mon boulot, en fait, ça va être de relier tout ça avec des points, avec des fils, pour que ça fasse une histoire. En fait, j'ai plusieurs petits points, genre point A, point B, point C, et je dois les relier entre eux. Mais quand je commence à écrire, je n'ai absolument pas la moindre idée de comment je vais faire ça.
C'est vraiment une improvisation permanente et totale. En gros, ce que je peux prévoir de plus, on va dire, ça va être la veille pour le lendemain, ou après un chapitre, quand je réfléchis à la suite, à l'autre chapitre, je vais commencer, on va dire, un travail en amont, je vais l'écrire un peu dans ma tête avant de l'écrire au sens littéral du terme, mais ça ira pas au-delà, en fait, hein. Des fois, je prévois des choses un jour à l'avance ou quelques jours à l'avance, mais c'est tout. Je prends pas de notes, je fais absolument pas de plan de chapitre détaillé, etc. Rien du tout. J'ai vraiment aucune note, sauf si j'ai des citations qui m'apparaissent, vraiment des dialogues que je veux pouvoir réutiliser au mot près. Donc là, je vais les noter parce que sinon, je risque d'oublier des tournures. Ou à la limite des dates, si j'ai vraiment des histoires de dates, je vais les noter parce que bon, moi, les chiffres et moi, ça fait deux. Et sans mauvais jeu de mots. Mais c'est tout. Et en fait, je suis l'exemple même de l'écrivaine qui a 5000 cahiers chez elle, 5000 carnets chez elle, mais qui n'en utilise aucun parce qu'elle ne prend jamais de notes. Voilà, c'est ma tragédie personnelle. Et bah tu vois, quand tu me dis tu te lances et que tu improvises, pour moi c'est comme sauter en parachute sans le parachute. Oui, mais en fait, le plus drôle, c'est que quand j'ai commencé à écrire, quand je dis ça, hein, j'étais beaucoup plus jeune, pas que je sois vieille, mais quand même. Non, mais quand j'ai commencé vraiment à écrire, j'étais au lycée, à peu près. Ouais, j'étais au lycée. Et sans connaître du tout hein, les termes d'architecte ou de jardinier, sans même parler de ça à n'importe à quiconque, j'avais dans l'idée, je sais pas pourquoi, ça m'est venu automatiquement, j'avais dans l'idée qu'il fallait justement être architecte, même si je pouvais pas poser de mots là-dessus. Pour moi, écrire un roman, c'était effectivement prendre des notes, faire le plan des chapitres, etc., etc. Et donc c'est ce que j'ai fait au début. Je prenais des notes, j'avais des pages sur les personnages, sur ce qui allait se passer, je faisais donc comment dire, un plan vraiment des chapitres avec une chronologie. Des fois, je racontais même brièvement ce qui se passait dans les chapitres. Et je me suis rendu compte, malheureusement, qu'une fois que j'avais fait tout ça, ce qui prenait quand même du temps et de l'énergie, hein, eh bien, je n'avais plus envie d'écrire le roman. Et donc, je n'ai jamais écrit ces romans. Pourtant, ça m'a fait ça plusieurs fois quand même. Hein, parce que tout prévoir en avance, ça m'enlève tellement de spontanéité que ça finit par m'ennuyer terriblement et j'ai plus du tout envie de raconter cette histoire. Donc vraiment pour moi, ça n'a pas été possible. C'est intéressant ce que tu dis, cette idée que la nécessité d'être architecte, on peut peut-être avoir cette idée reçue qu'on peut avoir quand on commence. Il y a un côté un peu très scolaire. Moi, je me reconnais, des fois je me dis, mais Nina, est-ce que c'est une déformation professionnelle? Ça me rappelle quand on devait faire des dissertes et que je faisais toujours un plan au brouillon avant de rédiger. Ou par exemple, moi, en tant que professeur documentaliste, quand j'ai préparé mon CAPES, mon concours pour devenir prof, il y a une épreuve, c'est vraiment une note de synthèse. En fait, on doit faire un plan détaillé pour résumer en 4 heures un dossier de, je sais plus combien de dizaines de pages, tu vois, de 50 pages. Donc, il y avait toujours ce côté-là. En fait, j'ai souvent travaillé d'un côté aussi avec des plans dans ma scolarité. Je pense pas non plus que ça soit ça qui est trop infusé dans ma méthode de faire. Je pense aussi il y a une part de qui on est en tant que personne. Mais c'est intéressant. Et tu vois, pour moi, je me reconnais dans certaines choses que tu dis, notamment au début, l'idée qui va germer dans la tête. Ça, je pense que c'est commun. Il faut bien qu'elle apparaisse quelque part, l'idée. Je vais peut-être la laisser justement germer. Peut-être que si c'est une idée qui finit par disparaître, c'est que bon bah ça valait peut-être pas le coup. Mais souvent les idées qui restent, qui commencent à j'y repense, qui commencent à m'obséder, là je vais en faire quelque chose. Là, je vais commencer à prendre des notes parce que pour le coup, moi, des carnets, j'en ai besoin. Si tu veux, je les utilise Oui, pas, je je peux comprends. te les Non mais c'est acheter. exactement ça. C'est exactement ça. Quand on a une idée, on la fait reposer un petit peu à côté, voir si elle s'accroche. En fait, je pense que les idées de romance, c'est comparable à un chat qui a faim. S'il te casse les pieds pendant 3 heures, c'est qu'il a vraiment faim. S'il se casse au bout de 10 minutes, c'est que ça vaut pas le coup en fait. Donc J'adore la comparaison. voilà. Si l'idée reste, c'est qu'elle vaut le coup. Si t'y penses plus après quelques jours, c'est pas la peine. Et c'est à partir de là que je vais vraiment être dans l'étape des carnets ou des notes sur mon ordinateur, l'étape brainstorming, où là, je vais partir de ça. Donc l'idée, souvent, c'est un concept, un personnage, des fois un monde ou même une scène
tu vois, ce genre de choses. Et là, du Mm. coup, en brainstorming, je vais vraiment me poser. Et c'est vraiment une étape à part entière qui peut prendre plusieurs semaines, où là, je vais créer quelque chose. En fait, je vais travailler autour de cette idée pour l'exploiter. Une fois que j'ai ça, donc j'ai déjà une première étape de préparation qui est faite. Je vais avoir là la rédaction de mon plan détaillé, que j'appelle un peu le G0, parce que il est tellement détaillé que en fait, comme je dis, j'ai déjà eu un roman, il faisait 50 pages le plan détaillé en fait. Ah oui, quand même. Donc, parce que vraiment, c'était donc j'ai chapitre par chapitre et j'ai le détail des fois. J'ai trois pages de chapitres parce que j'ai écrit de façon très comment dire, un peu Wikipédia, tu vois. Mm. Les résumés de films sur Wikipédia, de façon très factuelle, il se passe ça, tel personnage fait ça, il réagit comme ça, tout, 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 tout. Et là, quand j'ai des citations qui me viennent aussi et que je veux retranscrire en tant que telles, je les glisse dans ces chapitres-là exactement. Des fois, j'ai des morceaux de scène qui sont déjà là, que je fixe, comme ça je les réutilise. Et une fois que ce G0 est fini, et ben là, je vais faire le premier G, même si techniquement, c'est peut-être pas vraiment un premier G, mais en fait, je vais prendre ces phrases toutes plates, etc. Et je vais les développer, je vais les incarner, je vais faire du style, etc. Et c'est ça qui va donner, en fait, ce qu'on appelle communément le premier G. Ensuite, c'est la première phase de correction que je fais. Donc là, je vais gommer déjà tout ce que je sais. Parce qu'il y a des défauts que à force de. Voilà, j'ai bientôt mon 6e Mm. roman qui va sortir. À force, je commence à connaître mes tics, mes défauts. Je cherche à gommer les verbes faibles, etc. Ce genre de choses Mm. que je sais que je peux détecter moi-même, je le fais. Ensuite, Mm. j'envoie aux bêta lectrices. Deuxième correction, suite à l'envoi à bêta lectrice. Et là, à ce moment-là, on est sur un manuscrit qui est assez propre. Des fois, j'ai des phases où je le laisse reposer pour le revoir d'un œil neuf. Mais généralement, c'est ça, en fait, qui est Mm. mon fonctionnement global. Et donc, ça te rassure vraiment d'avoir tout le matériel déjà prévu, en fait, déjà Oui. comptabilisé, prêt à l'emploi. En fait, j'ai besoin de... Toi, tu dis que tu te promènes dans la forêt. Moi, c'est Mm. plutôt ça. J'ai besoin d'avoir vraiment le plan, justement, c'est qu'à le dire. Ou alors, j'ai besoin de voir le bout du tunnel, l'arrivée, tu vois, pour savoir que je vais pas m'y perdre dans cette forêt et que je sais que où est le chemin. Donc, bien sûr, Et moi, bien d'avoir sûr, la fin, je la sais aussi parce que je pourrais pas écrire sans, je pense. mais d'avoir un plan aussi détaillé, ça te, ça te fait pas peur, en fait, d'être emprisonné dans ce plan quelque part? Non, parce que je me laisse quand même une certaine liberté. Des fois, ça m'est jamais arrivé de devoir tout restructurer, mais je sais que des fois, je peux rajouter des choses parce que dans la rédaction même, des fois, je vais dire ah tiens, je tiens quelque chose qui ressortait pas dans le G0 parce que c'était que Mhm. assez, tu vois en rédigeant, en me plongeant vraiment dans la scène, là, je vais vraiment la vivre, la scène, à travers mon style, à travers les mots que je vais donner. Des fois, je peux avoir, allez, un petit détour. Mhm. Mais non, 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 et ça me freine pas du tout. Au contraire, je sais pas comment expliquer. En fait, le fait d'avoir préparé le terrain et le plan, je suis Oui, hyper pour toi, excitée c'est après solide, en fait. à l'idée de donner vie. C'est comme écrire un texte de théâtre et après le jouer, tu vois. Pour moi, c'est D'accord. ça. Oui, ça te fait un chemin solide sur lequel t'appuyer, de toute façon, qui est Mm, absolument nécessaire. mm. Et je me Ok, demandais, oui. parce on a toutes les deux écrit à la fois des romans et des novellas, Mhm. est-ce que toi, ta façon de faire change en fonction du format? Parce que les novellas, c'est un format différent, puisque comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est plus court qu'un Mhm. roman. Alors, non, absolument pas. C'est le même déroulé. Après, ce dont je dois avoir conscience avec la novella, c'est que je ne peux pas développer autant que dans un roman, donc qui est plus conséquent. Donc il faut que je fasse attention à ça, que si je pars trop loin, après je risque en fait, d'avoir trop de mots, d'être trop longue, ou alors de pas pouvoir tout résoudre, on va dire, avant la fin justement du nombre de mots impartis.
Mais ça, c'est plus un problème que je vais rencontrer dans les nouvelles. J'ai plus de mal à écrire des nouvelles parce que j'aime bien développer, j'aime bien m'attarder sur les détails, j'aime bien décrire, etc. Donc c'est pour ça que les nouvelles, je suis beaucoup moins fan en fait. Même si paradoxalement, j'aime bien en écrire et j'ai pas en écrire d'autres parce que j'ai quand même des idées, etc. Qui ne peuvent, pardon, être exploitées comme nouvelles parce que c'est vraiment des petites fulgurances, etc. Mais voilà, je préfère quand même développer, donc je suis plus à l'aise dans les romans. Mais sinon, les novellas de 30 000 mots à peu près, c'est plutôt confortable aussi. Ça me permet de faire à peu près ouais, tout ce que j'ai envie, tout ce dont j'ai envie sans avoir besoin de me brider. Mais sinon, ma manière de faire reste la même, hein. Je commence avec une idée ou quoi que ce soit et je vais voir où ça me mène et voilà. Après, concrètement, le produit terminé, on va dire, le jet terminé ressemble assez avec l'idée que je m'en faisais, même il y aura eu pas mal de surprises en cours de route et que je vais enfin je vais avoir par exemple des personnages ou des choses comme ça qui auront pris plus d'importance ou il y aura eu des petites variations, des fois la fin peut changer, etc. Mais voilà, si je pars avec une idée de noir, par exemple, je vais pas arriver et faire du blanc. Ça, non. Ça reste quand même assez fidèle au projet que j'avais au préalable. D'accord. Bah, tu vois, moi, de mon côté, pour les novellas, je m'accorde plus de liberté. Je pense que c'est parce que c'est un format plus court. Donc, généralement, bah, dans les deux que j'ai écrits, il y a une unité de lieu. L'intrigue, elle est limitée dans le temps. Enfin, dans un temps. Enfin, elles sont toutes limitées dans le temps, mais vraiment dans un temps plus restreint. Le nombre de personnages aussi est limité. On va pas avoir 46 personnages différents. Donc, en fait, là, généralement, j'ai un plan beaucoup plus simple en fait. Je vais avoir une ligne directrice, vraiment un fil rouge, une direction à respecter. Et pour la nouvelle, parce que là du coup je suis pas une grande experte en nouvelles, pour l'instant j'en ai écrit que 2, mais pour celle que j'ai écrite, je suis partie d'une idée et je me suis lancée sans aucun plan pour le coup. Mais parce que la nouvelle c'est vraiment un format très très court et c'était vraiment des concepts, tu vois, ou un personnage quoi, qui a lancé tout et le reste a suffi. Donc c'est la façon de faire la plus jardinière qui m'a été donnée de faire, tu vois, pour l'instant. Et c'est Bon, clairement mais parce que le c'est format me le permet. ouais, c'est intéressant. T'as pas eu de sueur froide sans plan, ça va? Non, parce que du coup, c'est tellement restreint comme format. En fait, l'idée était telle que j'avais, en fait, en ayant l'idée, j'avais déjà toute la nouvelle. Hmm. Bon, ok. Je sais pas comment dire. Ou Ouais, alors, ouais, je non, comprends. j'abuse un peu, mais le reste, c'est construit automatiquement avec, tu vois, j'ai commencé à écrire et c'est comme si la suite était déjà là et qu'elle se dévoilait en même temps que j'écrivais, comme si elle était cachée déjà en moi, quoi. Hmm. Ce qui serait intéressant comme challenge, ça serait d'écrire un roman sans plan. Tu crois que tu survivrais? Et justement, j'avais noté comme question pour un peu plus tard, et tu as déjà un peu répondu. Est-ce que tu avais déjà essayé l'autre méthode, celle des architectes, et qu'est-ce qui te convient pas? Bah, moi, moi, je sais déjà que j'ai trop peur de m'éparpiller, donc faire en jardinière sur un roman, ça pourrait être difficile. Surtout que pour moi, plus mon roman est complexe, entre guillemets, je veux dire, dans l'intrigue, plus il y a personnages de lieux différents, d'univers à créer, plus mon plan il va être détaillé. Donc, tu vois, pour le Reflet brisé, qui est mon plus gros Hmm. roman à ce jour, où il y a vraiment c'est des intrigues de cours politiques, complot, tout. Bah voilà, comme je t'ai dit, il y avait une cinquantaine de pages. Et donc, si je fais pas ça, en fait, je vais avoir peur d'oublier certains détails, ou alors de confondre des trucs ou de me contredire. Moi, j'ai besoin que les fondations elles soient vraiment Hmm. solides. Il faut que j'ai déjà repéré, défriché le chemin Hmm. avant de Hmm. l'emprunter, ce que je fais dans vraiment la conception du plan, quoi. C'est amusant parce que quand tu dis ça à t'entendre, moi j'ai vraiment l'impression de faire l'école buissonnière à côté. C'est terrible. J'ai vraiment Mais les deux l'impression sont d'être... valables, hein, vous Mm, inquiétez pas. mm. Non, Les j'ai deux vraiment l'impression techniques d'être ça. sont. Peut-être le cancre qui va au talent, tu sais. Mm. Mais bon, Mais moi, j'ai vraiment besoin de connaître pour reprendre l'image de l'architecte ou du promeneur, j'ai vraiment la carte par cœur en fait avant de commencer l'exploration. Et ça me bride pas dans ma créativité, même au contraire, comme je te disais, ça me permet de vivre au mieux les scènes, les explorer, parce qu'en fait, elles sont déjà là, je les connais déjà par cœur, je les découvre pas dans l'écriture parce que je les ai déjà imaginées une première fois.
Et comme je connais les enjeux, les aboutissements sur le long terme, je sais directement là où je vais. Non, mais laisse Donc, tomber, moi je suis fâchée avec les cartes de toute façon. J'ai aucun sens dans l'orientation, c'est absolument terrible. Enfin, si, je suis très forte en orientation, mais dans les jeux vidéo uniquement. Alors là, on peut pas me paumer. Mais dans la réalité, c'est une catastrophe. Même dans ma propre ville, je me paume. Enfin, c'est que je connais les rues de visu, mais pas de nom. Et inversement, donc je me paume dans ma propre ville assez régulièrement. Mais sinon, tout va bien, je le vis bien. mais ça correspond bien à le fait que tu sois jardinière. Du coup, tu connais pas les noms, etc., mais tu sais d'instinct où tu vas. Oui, enfin, à un moment donné, le jardinier, s'il plante des trucs ou il consomme des choses dont il connaît pas le nom, il risque de crever. Donc, il faut même faire attention. Non, je rigole, mais je pense qu'il y a plusieurs variations dans le jardinier, dans l'architecte aussi, hein. Mais pour les jardiniers, je sais que j'en connais qui sont quand même, on va dire, peut-être plus paysagistes alors. Coucou à Mm. Magali. Mais et d'autres qui sont vraiment, alors je vais pas dire dans le laxisme, ça serait pas gentil, mais qui sont vraiment ouais dans le minimum d'intervention, etc. C'est vraiment, je laisse l'histoire se dérouler toute seule. D'ailleurs, j'ai toujours eu le sentiment qu'un personnage, donc là on parle vraiment plus au niveau du personnage, un personnage qui obéit sans au doigt et à l'œil en fait, qui n'offre pas de résistance. Pour moi, c'est un personnage qui est pas forcément valable, qui est pas forcément très intéressant en fait. Je me suis toujours méfiée des personnages trop malléables parce que finalement, enfin chez moi en tout cas, ils ressortent creux et pas avec beaucoup d'utilité, pas avec beaucoup d'intérêt en fait. Plus mes personnages sont pénibles, plus ils sont intéressants. Et quand je dis pénible, je parle pas forcément de personnages avec un caractère épouvantable, tout ce qui est rebelle, machin, etc. Même si j'ai une nette propension à écrire des gens, enfin des personnages pas très nets, ça je le reconnais. Mais voilà, il faut quand même que j'ai une résistance en fait en face de moi, et je précise de ne pas sortir ça du contexte parce que sinon ça serait hyper glauque. Mais voilà, il faut quand même que j'ai un personnage qui se défende un minimum, qui soit pas forcément d'accord avec l'idée que j'avais en tête pour lui, parce que sinon je finis par perdre l'intérêt dedans et finalement ça n'aboutit pas. C'est une caractéristique que je rencontre aussi avec les personnages que je crée, avec les poupées, justement, dont je parlais tout à l'heure. C'est que ça se manifeste encore plus d'ailleurs, c'est que si le produit, le résultat final est exactement pareil que ce qui était attendu, ce qui remplit absolument le cahier des charges, en fait, il est souvent décevant. C'est terrible. Alors que plus il s'éloigne de l'idée de base, en gardant quand même les caractéristiques hein, les plus importantes, mais en devenant autre chose, en fait, en mutant, on va dire, plus il est intéressant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté en tant que jardinière. C'est hyper intéressant de comparer sur le point des personnages. Parce que moi, je sais que la faiblesse que je pourrais avoir, c'est sur les personnages plutôt secondaires. Parce que les personnages principaux, ils m'apparaissent souvent comme tels. Et du coup, c'est pas qu'ils sont au service du récit, tu vois, c'est plutôt l'inverse. Par exemple, le reflet brisé, tout le récit se construit autour des actions de Kirsten et non l'inverse. Mais les personnages secondaires, des fois, vu que je suis très architecte, plante, il faut que tel chapitre, il se passe ça, parce que ensuite, 2 chapitres plus tard, il y a ça, tu vois. Et bah, des fois, je peux tomber dans le piège d'avoir un personnage fonction. Mmh. Parce qu'il faut qu'il amène ça, etc. Donc, le travail que je dois faire, c'est peut-être plutôt l'humaniser pour pas que ça se sente qu'il est là juste parce que, bah, voilà, c'est l'adjuvant, c'est l'antagoniste, c'est C'est machin, ça. tu vois. Je trouve Et qu'un des gros pièges par rapport au roman, en fait, c'est de tomber justement dans les romans où les personnages sont dits fonctionnels, en fait. Je considère que les personnages sont des créations, sont des êtres à part entière. Ils ne sont pas là juste pour servir de vaisseau à un récit, en fait. Si on fait toujours passer le récit avant les personnages, on se retrouve donc avec des protagonistes qui sont pas forcément développés, pas forcément intéressants, où il n'y a pas d'affect avec eux. Et je trouve ça extrêmement dommage. Il m'est arrivé fréquemment de lire ce genre d'histoire, où même si c'est super, hein, le roman est cool, l'histoire est intéressante, tout ce que tu veux, il n'y a absolument aucun affect avec les personnages. Ils sont purement fonctionnels. Et ça, je trouvais que ça extrêmement triste en fait. D'ailleurs, ça m'est arrivé dans quelques romans de Stephen King. Pourtant, Dieu sait que j'adore les romans de Stephen King,
où je trouve que parfois ces personnages sont un peu trop fonctionnels au mépris de l'histoire, mais après c'est Stephen King, donc ça reste particulier, puisque la force première de King est d'être un conteur. Donc ça, on le sait, c'est vraiment ces histoires qui sont les plus puissantes en général. Mais je trouve ça quand même un petit peu dommage qu'on ne puisse pas avoir d'affect avec un personnage, d'aucune manière. Pour moi, c'est un genre d'échec, en fait. En tant qu'autrice, c'est un échec. Mais cette question des personnages, ça me fait penser à la gestion des points de vue. Quand tu as plusieurs personnages points de vue dans les romans, plutôt un roman choral, par exemple. Mhm. Bah, moi, en fait, cette méthode d'architecte, ça me permet encore une fois, de fonctionner comme ça, parce que, par exemple, je vais avoir un code couleur dans mon plan. Ce qui me permet donc tel personnage, ça sera écrit en bleu, l'autre en rouge, etc. Ce qui me permet de voir direct visuellement, ça saute aux yeux si la répartition se fait bien quand c'est des personnages qui sont censés avoir un temps de parole à peu près équivalent. Et ça me permet aussi de ne pas me mélanger dans les points de vue, parce que une erreur que je faisais beaucoup au début, c'est quand un chapitre est du point de vue dans le reflet brisé, un chapitre qui est du point de vue de Kirsten, je peux pas donner une information que c'est Elle ne Weiss, l'autre connaît personnage pas, ouais. point de vue, qui l'a. Et c'est des fois ou par exemple, des fois, je vais parler de ce que ressent l'autre personnage, son intériorité, alors qu'on n'est pas du point de vue de l'autre personnage. C'est des erreurs que je fais moi maintenant, parce que justement, dans mon plan qui est assez détaillé, où je vais parler aussi de ce que ressentent, je vais dire montre que tel personnage ressent ça, voilà, je l'indique. Et bah le fait d'avoir ces couleurs, je sais, ça me rappelle du point de vue de qui je dois me poster, ça me permet de mieux travailler ça, je trouve. Et d'un autre côté, tu vois, pour montrer à quel point je suis peut-être un peu trop maniaque, j'ai mes codes couleurs, et à côté, donc j'ai le plan détaillé, j'ai aussi un plan où je vais avoir je vais avoir un tableau chapitre par chapitre où je mets le nombre de signes par chapitre, comme ça je vois s'ils sont pas trop inégaux. Alors je suis pas en train de dire que pour que vos chapitres soient bien il faut qu'ils fassent tous le même nombre de mots, hein, mais tu Non, vois, non, non. pour pas que dans le rythme ça soit trop des fois ou alors au contraire des fois j'ai envie que ça s'accélère, mais à tel moment du roman les chapitres vont se raccourcir. Donc j'ai un dans ma façon de faire, j'ai un tableau vraiment dédié au travail du rythme, où je vais avoir un code couleur avec ça, un chapitre plutôt action, un chapitre plutôt exposition, explication, révélation, et j'ai même une petite case où je coche quand à la fin il y a un peu un cliffhanger, donc ça va cliffhanger, ou alors un élément qui va relancer l'intrigue ou l'intérêt du lecteur, une nouvelle question qui se pose, et comme ça à la fin, une fois que j'ai fini mon roman, j'ai une vue d'ensemble de et là je vois là il peut potentiellement avoir un ventre mou, tu vois, et ça m'aide en Mhm. fait à faire ça. Je D'accord. suis passée peut-être pour une folle, je sais pas. Non, non, non. Je dirais juste une contrôle freak, mais à part ça, tout va bien. Un peu. Non, non, mais je conçois parfaitement. De toute façon, la manière d'écrire est propre à chacun. Mais c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas se faire attraper par, on va dire, les convenances, les croyances, les on-dit, etc. C'est pas parce que tu fais pas 50 pages de notes que tu n'as pas préparé ton roman en amont. C'est pas parce que tu ne fais pas comme les manières, en fait, on va dire les méthodes recommandées, que c'est pas bon, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça va être une balle perdue, mais quand je vois souvent certains organismes, etc., de formation à l'écriture, etc., qui imposent des vérités, en fait, que je trouve absolument lunaires et unilatérales, euh, j'ai quand même vu des messages assez chargés comme quoi cette méthode-là est la bonne, il faut faire comme ça si tu veux être sûr d'être productif, etc., etc. Non, c'est des conneries. On écrit comme on peut, comme on le sent. Et c'est pas parce que Tartampion a décidé qu'il fallait faire 50 pages par jour avec la méthode machin truc que si tu fais pas comme Tartampion, ton roman ne vaut rien. Ça, c'est vraiment des conneries. Le message qui ressort de tout ça, c'est vraiment écrivez comme vous le sentez. On s'en fout, c'est votre roman, c'est vos affaires. C'est drôle, tu anticipes un peu une question que j'aurai pour plus tard. On va y revenir dessus. Mais oui, comme tu disais, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, voilà. Et je trouve que c'est intéressant cette idée de partager chacune notre façon de faire pour montrer aux auditeurs. Et bah voilà, on a une architecte, une jardinière, et les deux réussissent à écrire des romans qui sont publiés et qui marchent. Voilà. Donc Et les deux sont voilà. saines d'esprit.
Enfin, plus ou moins. Enfin, à vous de juger à la fin de l'épisode, là où on se révèle petit à petit. Non, non, mais c'est vrai, j'ai souvent vu des aspirants auteurs, etc., qui sont très prompts à la culpabilisation, à la dévalorisation. Et j'ai vraiment vu des gens croire dur comme fer que s'ils font pas comme ça, c'est pas bon. C'est non, ça vaut rien, vraiment. Il y a aucune certitude à avoir. Alors évidemment, le seul truc dont vous pouvez être sûr, c'est que si vous n'écrivez pas, il y aura pas de roman. Ça, je vous l'accorde, c'est pas possible. Mais sinon, faites vraiment comme vous le sentez. Au lieu de tomber dans la spirale de comparaison, de cupilisation, ça c'est vraiment le truc à pas faire en fait. Il faut absolument pas comparer sa méthode de travail aux autres. Enfin, dans le sens où c'est intéressant de voir comment fonctionnent les autres, d'échanger, de parler, comme là, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais ne pensez pas qu'une méthode est meilleure que l'autre, c'est stupide. C'est vraiment celle qui vous convient le mieux. Et si elle est bâtarde, si elle est hybride, c'est encore mieux, c'est pas grave. Quand on commence, on est souvent, on a besoin de référents en fait. Moi, je sais quand j'ai commencé l'écriture de mon tout premier roman, j'ai écumé YouTube à l'époque. C'était la chaîne de Samantha Belli, tout ça, les conseils d'écriture, ça, qui m'ont beaucoup apporté. Mais j'ai appris à m'en détacher aussi. Alors bien sûr, on peut se documenter sur voilà les ouvrages sur les techniques d'écriture, etc., de scénarisation et tout. Ok, mais c'est pas forcément un mode d'emploi à utiliser à la lettre. La meilleure façon d'apprendre, c'est de tester en fait. Cherchez-vous. Moi, quand je compare mon premier roman et celui que j'écris maintenant, j'ai beaucoup évolué. Et tant mieux en fait, en tant qu'auteur, on ne peut pas stagner et on va se découvrir. Et Tout c'est à normal fait. en fait. Je pense que dans toutes les formes d'art, il y a quand même une énorme partie d'instinct et de choses qui peuvent marcher qu'avec vous, en fait. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Je sais que par exemple, j'ai une autre passion qui me prend aussi pas mal de temps, etc. C'est la photographie. Et j'ai commencé il y a, je sais pas, une quinzaine d'années. Et pour être complètement honnête, je connais très peu les termes techniques en photographie. Je peux vous parler à la limite de focale, etc. Mais ça va s'arrêter là, et d'ouverture. Je ne les ai jamais appris. J'ai essayé au début et ça m'a tellement saoulé que j'ai juste arrêté en fait. J'y suis allée au jugé, vraiment, hein. Alors j'ai peut-être progressé plus lentement que quelqu'un qui aurait vraiment à potasser tous les manuels, les trucs avec les termes techniques et tout, etc. Peut-être même une certitude. Mais j'ai avancé à mon rythme et je l'ai fait comme je le voulais. Et aujourd'hui, quand je compare les photos que je fais maintenant avec celles que je faisais avant, bah, il n'y a pas photo. Bah, donc c'était la blague pourrie. Mais non, mais pour être honnête, je suis contente de l'avoir fait comme ça à l'instinct parce que ça m'a permis de développer ce que j'appelle l'œil photographique, ce qui permet en fait de repérer les choses qui sont intéressantes à être photographiées et surtout de les capturer d'une manière qui va rendre la photo intéressante plutôt que juste avoir quelque chose à fixer dessus. Et ça, je l'ai vraiment ressenti comme quoi c'est un truc que j'ai fait en dilettante, que j'ai fait en autodidacte, et pourtant ça marche. Ça m'a juste pris plus de temps, mais je l'ai fait à fond de ma manière à moi, et c'est beaucoup plus épanouissant. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai fait avec l'écriture, avec les arts plastiques, etc. En fait, je pense que c'est quelque chose qui me définit assez bien, c'est que je fais ça en touriste, mais ça finit toujours par coller comme j'en avais envie. Donc voilà, ne vous mettez pas martel en tête, hein, comme quoi il faut faire comme ci, comme ça, et suivre des règles surtout. C'est aussi une des questions hein, de l'art, on va dire, de remettre toujours en question justement ces règles, de briser ou pas les règles. Et de toute façon, les règles, c'est quand même quelque chose de très vaste comme sujet. Après, on peut partir sur d'autres questions comme quoi qui les a fait, est-ce qu'elles sont encore valables, est-ce qu'il faut encore les respecter, etc., etc. Honnêtement, c'est se prendre la tête pour pas grand-chose finalement. Donc, écoutez votre instinct. Honnêtement, ça aide beaucoup dans l'art. Je pense que c'est vraiment sa composante principale d'ailleurs. Merci pour ce beau conseil que je partage complètement. Je me demandais, Sanguine, dans les différentes étapes créatives qu'on a évoquées tout à l'heure, l'une et l'autre, est-ce que tu en as une que tu préfères? Par exemple, moi, personnellement, je préfère plutôt le jeu zéro, enfin ce fameux plan détaillé, parce que pour moi, dans ma méthode, c'est là que vraiment la phase créative est à son maximum. Et parce que du coup, finalement, ce que toi, peut-être que tu explores dans ton premier jet quand t'écris, bah moi, l'histoire, je vais l'explorer, la découvrir, la créer à ce moment-là, sans mettre la forme, peut-être, on pourrait dire. Donc, et après, vu que je le retravaille, après que je l'étoffe pour le premier jet, je le remanie,
ça me permet d'avoir un premier jet qui est assez propre, parce que du coup, l'exploration a déjà été faite avant. Les erreurs en chemin où j'ai dû rebrousser chemin et effacer tout un chapitre et recréer, ça a été fait dans le G0, tu vois. Et au contraire, par rapport à ça, je vais avoir plus de mal avec la phase de correction, parce qu'à ce moment-là, mon texte, c'est comme si je l'avais déjà écrit 2 fois, le G0, le premier G. Donc, j'en suis à un moment où je De peux plus le saturation voir. un petit peu. Ouais. Et là, j'ai besoin de prendre du recul, ou alors, ouais, des fois, je bosse sur un projet quelques semaines, plusieurs mois, et je reviens dessus après, tu vois. Parce que, mais je peux me permettre, parce que vu que j'ai le plan détaillé qui est là, qui est prêt, et ben, je vais pouvoir le reprendre 6 mois après, et je le relis, je me remets dedans, parce que l'histoire, elle est déjà là à m'attendre, tu vois. Ça sera pas, faut tout recommencer, j'ai oublié tout. Par exemple, là, le projet Pygmalion de Madark Academia, il y a d'autres projets qui se sont glissés entre temps. Et ben, le plan détaillé, il est prêt, il m'attend. Je le reprendrai quand je pourrai et j'aurai plus qu'à rédiger. Et voilà, je sais qu'il y a ça déjà, tu vois. Mais voilà, mais heureusement que j'ai jamais de grosses corrections à faire. En revanche, parce que j'aime pas la partie correction, parce que on va plus être dans l'ordre du détail et généralement, je me débrouille assez bien pour que la structure du plan détaillé tienne la route. Je pense que les gens qui aiment énormément la correction, il y a quand même un côté psychopathe. Hein. Ça, on n'en pas douter. Non, mais pour plus sérieusement, je pense que ce que je préfère, c'est le premier jet, tout simplement, parce que c'est tout nouveau, tout beau, c'est la découverte, en fait. J'improvise donc. Donc c'est vraiment ça que je préfère. En fait, moi j'écris pour me surprendre moi-même et pour me distraire moi-même en premier lieu. Donc ça, c'est vraiment ma préférence. Après, au niveau de la correction, alors la correction brute, qui pour moi en fait revient surtout à relire à la loupe et corriger les quelques fautes qui peuvent s'attarder et les répétitions. Je crois que les répétitions, c'est mon plus gros problème. Mais sinon, j'écris de manière très propre en fait, donc c'est extrêmement rare que j'ai besoin de réécrire quelque chose. Je supprime jamais de chapitre ou quoi que ce soit. À la limite, je vais supprimer quelques phrases qui sont vraiment en trop, ou je vais reformuler quand j'ai l'impression qu'une ligne de dialogue ou de description est redondante. Et j'écris assez propre, donc j'ai pas vraiment des corrections très 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 poussées à faire. Mais ce que j'aime bien, c'est la partie du polissage en fait. C'est quand vraiment tout est corrigé, on va dire, entre guillemets, il n'y a plus grand chose à faire, on repasse dessus pour vraiment fignoler de tout petits détails, etc. C'est comme mettre une cerise sur le gâteau, en fait, et ça, c'est agréable. Mais sinon, c'est vraiment l'écriture et l'improvisation en elle-même qui me plaisent le plus. C'est pour ça, parce que c'est la raison pour laquelle j'écris, en fait. Ok, c'est intéressant de voir à chacune là où on se poste et là où chacune a une phase créative qui va se trouver ailleurs, je trouve, une création pure dans ce qui va plus pas nous motiver, mais nous inspirer. Ah, je trouve pas le mot. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'ait dit ouais moi je prends mon pied en corrigeant toutes mes fautes. Ça, j'avoue, Mais il y a pas je sais encore. que, alors je pourrais pas te citer de nom, mais je sais que en discutant, il y a des gens, ils préfèrent en fait la partie où, tu vois, il y a le premier jet, c'est un bloc de marbre assez brut encore. Mhm. Et les corrections, en fait, c'est là qu'ils vont faire. Limite, il y a des gens, ils font un premier jet et limite, ils le jettent parce qu'ils le réécrivent tellement, pratiquement complètement, tellement qu'ils recorrigent et tout ça. Et Non mais ça, c'est je des ne gens, pourrais jamais. c'est des gens pas humains ça. Non mais c'est du genre avoir d'autres gens dans des congélateurs chez eux ça. Ouais. Manifestez-vous en commentaire. Non, 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 moi quelqu'un qui me dit je balance mon premier jet, je réécris tout, je lui fais pas confiance, je lui fais pas confiance, vraiment. Il y a des J'ai choses sur écouté, lesquelles on peut pas transiger. Non, je déconne. j'ai écouté un podcast récemment, c'est Le Club où on parle d'écriture sans filtre de Chris Vuklizevic. Elle est avec d'autres autrices et il y en a une, je crois que c'était Laetitia Lajoni, qui expliquait que là dernièrement, elle avait écrit toute une partie de son roman et elle a tout jeté et pour réécrire ça, et j'ai dit oh là là, moi je j'ai dit oh, chapeau, je pourrais pas, ça serait comme amputer un bras parce que Ouais, j'ai tellement non. un rapport à tout ce que j'ai tellement un travail monstre avant l'étape du premier jet que tout jeter, ça serait tout recommencer à zéro et pour moi ça s'effondrerait quoi. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Et c'est aussi un parallèle que j'ai quand je peins, etc., sur les poupées et tout. Bon, après, c'est un petit peu différent, mais comme j'y passe déjà énormément de temps et je déploie énormément d'efforts, et de savoir-faire et de minutie, quand je dois recommencer, bon, c'est rare, mais ça m'énerve. Vraiment,
ça me gave à un point. Donc c'est vraiment pas un truc qui m'attire, ça. J'ai horreur de recommencer un truc qui de base avait une qualité, même si c'est pas celle qu'on attendait malheureusement. Ça c'est vraiment un truc qui peut me mettre dans un mauvais mood, durablement. J'avais noté un point suivant qu'on a un peu déjà évoqué, alors on va peut-être passer rapidement sur celui-là. Comme l'épisode précédent du podcast et d'un suite décembre était dédié à l'écriture de la fin d'un roman, moi je sais qu'en tant qu'architecte, je peux pas commencer l'écriture sans en connaître la fin. Même souvent, je peux pas commencer le plan détaillé sans connaître la fin. Souvent, je sais le début, je sais la fin, et après, le plan détaillé, ça va être construire ce qu'il y a au milieu. Et toi, tu l'as un peu déjà évoqué, des fois la fin te vient. Est-ce que c'est quoi, comment ça te vient en tant que jardinière? Est-ce que à quel moment la fin en tant que telle, la conclusion des personnages, l'aboutissement de leur périple, à quel moment ça se cristallise en fait et ça ne bouge plus? Ça dépend vraiment d'une histoire à l'autre. Soit j'avais vraiment la fin dans le viseur dès le début, ce qui est assez rare, mais c'était le cas par exemple pour Quand nous nageons sous les étoiles. Ça, la fin était déjà prévue. Je crois que c'est le seul d'ailleurs où la fin était aussi claire à ce point-là. Pour Ici Ville et Ténèbres, je sais que la fin a été fluctuante. Il y avait une idée de base qui a été respectée, mais des fois c'était plus lourd, des fois c'était plus léger, des fois c'était un peu différent. Et elle a même eu de base une autre fin euh, qui n'a pas qui n'a pas survécu à la correction. Et sinon, la fin, elle se manifeste. Je saurais pas dire en fait. Je peux pas. C'est difficile à quantifier, c'est difficile à établir. C'est vraiment selon l'histoire, selon les personnages, selon ce qui se passe, selon l'alignement des planètes, selon ce que j'ai mangé à midi. J'en sais rien. Mais elle peut, voilà, potentiellement changer au fur et à mesure de l'écriture. Ce C'est que ça, tout moi, à fait. Ma c'est fin n'est rarement pas le cas. souvent figée. Hmm. À part quand si vraiment c'est une thématique très particulière ou quelque chose que je veux absolument raconter de cette manière-là, donc, comme c'était le cas pour Quand nous nagions sous les étoiles. Non, la fin est fluctuante et toujours soumise à modification. Enfin, c'est toujours possible qu'elle change. Ça, j'ai jamais été bloqué sur une fin. Je pars pas du principe que vraiment faut que je m'y tienne absolument, que c'est l'objectif final. Non, non, ça peut varier. Parce que, tu vois, dans ma façon de faire, tout ce que je mets en place depuis le tout premier chapitre, c'est un chemin vers cette fin-là, en fait. Par exemple, sans trop divulgacher, mais pour prendre l'exemple du reflet brisé, le reflet brisé, c'est un peu une boucle bouclée. La fin, la toute fin du reflet brisé fait écho au tout début. Donc vraiment, Mm. à quel point, même structurellement, les deux sont liés en fait et indissociables. Alors ça, c'est aussi spécifique à ce choix narratif-là. Je ne fais pas ça dans tous mes romans. Mais il y a un peu cette idée, je trouve que c'est bien représentatif de ma façon de faire. Mm. Tout à fait. Non, les fins, c'est aussi quelque chose de très personnel, je pense, à chaque personne. Et pour rebondir un peu sur ce que tu as un peu évoqué tout à l'heure, hein, moi j'avais noté un questionnement. C'est vaste, une ouverture peut-être pour conclure cette partie où on parle vraiment d'écriture. Euh, c'est pas une question, c'est plutôt une question ouverte, une question fermée, mais est-ce qu'il y aurait des genres littéraires qui seraient plus propices, entre guillemets, à la méthode architecte? Parce que, en effet, comme tu disais tout à l'heure, moi-même j'ai entendu des recommandations, notamment dans des podcasts littéraires, mais que certains genres nécessitent une préparation, l'élaboration d'un plan. Je pense notamment aux policiers, les polars, les thrillers, tout ça. Là où, par exemple, il va falloir semer des indices, des fausses pistes pour qu'une fois, enfin, pour perdre le lecteur, ou alors, une fois qu'il relit le texte, il peut avoir une nouvelle lecture. Par exemple, c'est ce que j'ai fait dans une certaine mesure dans Le Reflet brisé. C'est pas du policier, c'est de la fantaisie, mais bref. Mais justement, sur la fantaisie, moi, on m'a souvent dit que c'est pas possible de se lancer dans un roman de fantaisie sans avoir une méthode un peu architecte de préparer le terrain à la création d'univers, il faut qu'il soit cohérent, l'intégration des personnages et leur intrigue, qu'on les conflits géopolitiques s'il y en a, etc. Vraiment un travail préparatoire. Alors je sais que toi, tu n'écris pas de fantaisie, pas à ma connaissance, mais Si, quel est si, ton... Si, 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 si. voilà, parfait. Quel est ton point de vue sur la chose? La fantaisie, je pense pouvoir m'avancer en me disant qu'effectivement, il y a besoin de préparation en amont.
Alors, ça dépend de la préparation, comment on l'entend, etc. Et de toute façon, selon l'auteur, elle va varier. Mais on va dire, il y a fantasy et fantasy. Parce que quand on dit fantasy, qu'on parle vraiment de high fantasy, donc avec vraiment un lore particulier, un monde créé de toutes pièces, souvent il y a une religion aussi qui a été créée, etc. etc. Ouais, là, il y a besoin de notes, il y a besoin vraiment d'une préparation en amont, d'une structure. Donc après, comme je disais, la manière peut varier. On peut avoir cette préparation en amont, mais ne pas avoir de notes quand même, hein. On peut avoir ça dans sa mémoire ou quoi que ce soit, ou au contraire avoir besoin de faire des plans, des trucs, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent de la fantasy qui ont besoin de faire une carte, par exemple, une carte du monde, une carte de l'univers, etc. C'est pas mon cas, les cartes, ça m'emmerde. Non, mais franchement, limite, je trouve ça joli, mais c'est tout. J'ouvre un roman fantasy avec une carte, c'est rare que je la regarde, parce que déjà, je trouve que c'est devenu un peu cliché, un peu bateau quand même. Et non, ça m'intéresse pas vraiment, sauf si vraiment il y a un enjeu là-dessus, je passe. Donc c'est pas obligatoire en fait. Mais quand on crée un univers à part entière, ouais, il y a besoin d'une préparation, il y a besoin de quelque chose en amont, il y a besoin d'une réflexion, il y a besoin de conserver les traces de cet univers-là, en fait. Donc ça peut être des notes ou des enregistrements, ou même s'appuyer sur des jeux vidéo, des logiciels 3D ou quoi que ce soit, hein. Ça, c'est aussi une manière d'écrire qui a lieu pour certaines personnes. Je sais, moi, il m'est arrivé de faire des trucs sur le PC en préparation d'un univers, mais c'est tout à fait viable en fait. La fantasy, encore une fois, c'est un genre extrêmement vaste quand même. Mais si on se réfère, par exemple, à la fantasy de base, on va dire la plus connue, la plus générale, c'est la fantasy un peu côté moyenâgeux, donc avec un univers complètement inconnu où il y a des dieux différents. C'est souvent polythéiste d'ailleurs. C'est rare qu'il y ait un seul dieu. Où on a donc tout ce qui est aussi langage des armes, langage des équipements d'autrefois, langage, ça peut être du langage agricole, le langage équestre, le langage ci, le langage ça, enfin, ouais, ça quand même, déjà, ça demande à faire un travail de recherche en amont, de compulser quand même des sources fiables, soit même de s'éduquer en fait avant de prétendre pouvoir éduquer un lecteur, et surtout pour que tout soit raccord et pas dire de bêtises. D'ailleurs, je vais faire un petit clin d'œil à une autre autrice que tu connais puisqu'elle est aussi chez Magic Mirror, c'est Agathe Romero, qui m'a appris un truc, ça m'a fait beaucoup rire à l'époque, c'est que c'est un terme que j'ai vu dans plein de bouquins fantasy, plus spécifiquement. Alors que ce soit des bouquins français ou des bouquins qui ont été traduits, est-ce que tu l'as croisé l'expression, par exemple, quand un personnage descend de cheval, on dit machin démonta. Je crois, oui. Voilà, et en fait, c'est complètement inapte. Ce terme n'existe pas. Apparemment, les cavaliers, quand tu leur en parles, ils rigolent beaucoup. C'était une mauvaise traduction, cette histoire à la base, ou un truc comme ça. Et moi, j'ai très souvent vu. Je l'avais employé d'ailleurs dans Ici les Ténèbres, mais je l'ai corrigé, il me semble, après coup. Parce qu'elle m'en avait parlé, justement. Je la remercie beaucoup. Et oui, c'est des trucs, en fait, c'est des erreurs qui sont perpétuées et on fait pas forcément attention. C'est ce genre de truc, en fait. Donc, il faut être extrêmement conscient pour ne pas répéter donc, les erreurs et surtout pouvoir prétendre. Est-ce que tu connais un minimum ton sujet, en fait? Parce que créer un univers, c'est très bien, mais il faut qu'il puisse être logique, il faut qu'il puisse être crédible, il faut qu'on puisse y évoluer. C'est pas juste pour faire joli sur le papier, en fait. Parce que si on commence par là, ça finit très mal, en général. Ça, Donc voilà, merci Agathe de m'avoir épargné cette énorme boulette ça, qui fait ça beaucoup me, rire dans les cercles cavaliers. ça me fait penser, dans une autre mesure, ces clichés presque véhiculés par la fantaisie Mhm. qui sont presque un contresens. Je sais pas si tu as regardé la série House of the Dragon. T'as vu, moi aussi j'ai un Oui, accent, hein. oui, oui, tout Et à en fait. fait, j'ai plein d'historiens qui ont tiqué sur une scène de la saison 1 quand il y a un tournoi qui est hyper violent, mais je crois dans Game of Thrones aussi, il y a un tournoi dans les saisons 1 et en fait, où ils sont vraiment, il y a des morts et tout. Et je dis, mais ça a aucun sens. En fait, dans les tournois qui participent, la noblesse, les héritiers des grandes familles. Donc, à chaque tournoi, il y a au moins 3-4 morts. Il n'y a plus personne parmi la noblesse. En fait, les tournois au Moyen-Âge, il y avait des fois des morts
mais c'était des accidents. Je pense par exemple à la Renaissance, le roi Henri II en France qui est mort blessé dans un tournoi. Voilà, c'est l'exception, c'est pas la règle. Et dans le même sens, il y a le cliché des gladiateurs qui s'entretuent. C'est non, parce que les gladiateurs, ça coûtait hyper cher. C'est comme, tu vas pas tuer Kylian Mbappé à la fin de son match de foot. C'est pas grave, c'est des joueurs de foot, ça se remplace. Non, mais je comprends, mais d'un point de vue, mais d'un autre côté, oui et non, parce que effectivement, les tournois du Moyen-Âge, donc dans notre réalité, ne se soldaient pas par 15 brouettes de mort. Mais là, on est donc dans un univers qui a, dès le départ, a montré des couleurs comme quoi c'était sans ans, etc. C'est revendiqué, c'est justifié, c'est expliqué. C'est un des enjeux de l'intrigue aussi. Donc moi, ça ne me choque pas, en fait, parce que dans cette réalité-là, donc qui est fictive, pour moi, c'est complètement crédible. Donc ça passe. C'est que là où je serais pas d'accord, c'est que si on me propose un film ou une série basé sur une partie de notre histoire, donc dans le monde réel, dans une époque réelle qui existait, et qu'on me dirait par exemple Henri IV se taper sur la gueule en tournoi, il en a tué 15. Non, là c'est complètement anachronique, c'est faux. Là, ok, je suis pas d'accord. Mais pour un univers dans Game of Thrones, ou donc House of the Dragon, on s'en fout. C'est complètement crédible, en fait. Si tu veux, c'est ce qu'on appelle aussi la suspension Attends, comment on appelle ça déjà? La suspension d'incrédulité, voilà. Ouais. On demande au lecteur, surtout en fantasy. Je trouve ça très intéressant comme point de vue. Moi, tant qu'on me propose quelque chose, qu'on me le justifie, et pas avec de l'infodump sur 40 pages, ok. Il y a vraiment, quand on essaie de me faire avaler des couleuvres, ça non. Mais pour ce qui est donc House of the Dragon, il y a plein de trucs, si on se penche dessus, c'est anachronique ou c'est pas forcément réaliste et tout, mais ça fonctionne. Dans cet univers-là, ça fonctionne. Donc c'est pas très grave, en fait. C'est hyper intéressant comme sujet. Hein. On dévie un peu, c'était sûr, je suis la spécialiste pour ça. Mais je me permets de faire un peu d'autopub. On avait fait un épisode avec Jérôme Accouche dans la saison 1 sur l'Uchronie. Et du coup, le lien où la fiction et l'historique sont vraiment mêlés, quoi. Et du coup, on avait parlé un peu de ça, de ce qu'on doit respecter de l'histoire, ce qu'on se permet de réinventer et tout, où est l'imaginaire dedans. Donc, je vous invite à un peu instant auto-promo. Non, et puis il faut pas toujours trop différencier fiction et réalité, parce que des fois, dans l'histoire nous l'a prouvé, la réalité dépasse la fiction. Donc il faut pas toujours partir du principe que tout ce qui est fictif, c'est forcément exagéré, c'est forcément faux. Bien sûr, il faut être conscient de ce qu'on propose au lecteur, de ce qu'on raconte, il faut pouvoir le justifier, mais il faut aussi pouvoir dire, écoutez, là je vous raconte une histoire, c'est sympa, mais c'est quand même des conneries. Par exemple, quand je prends... Enfin, moi ça m'a toujours fait un peu rire jaune, quand on voit les romans d'Alexandre Dumas, etc., tout ce qu'il a écrit sur donc les mousquetaires, la reine et tout ça, il a quand même écrit un énorme tissu de conneries. Je suis désolée, hein, mais ça servait son intrigue, mais il a construit des légendes noires pour des personnages qui ont sur Richelieu, par exemple. Voilà. Mais faut arrêter, en fait. Le mec, il faut qu'il redescende, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment rentrées, entre guillemets, dans l'imagerie populaire, dans l'opinion populaire. Et quand tu te penches dessus, tu vois que non, c'est juste Dumas qui s'est frisé, qui s'est dit « Ah, ça rend bien pour mon intrigue ». Alors, je suis d'accord, en fiction, c'est trop bien. Mais il faut pouvoir, après, désenchevêtrer la réalité de la fiction. Et des fois, ça devient compliqué. Combien de fois on s'est rendu compte en faisant un peu de recherche, quand on a lu, on a toujours entendu dire des trucs, et on cherche un peu, et on se rend compte qu'en fait, non, pas du tout, c'est faux, ou c'est complètement exagéré, etc., etc. Enfin, après, bon, tu me diras, c'est des gens qui sont morts depuis 500 ans, donc 300, etc., donc ça leur fait plus de mal, mais quand même, faut arrêter des fois de broder et de faire passer ça pour la réalité. Je trouve ça assez dommageable, en fait, dans un sens comme dans l'autre. Pour revenir un peu à l'idée de la fantaisie, de préparer son univers, le travail préparatoire, ça m'a fait rire tout à l'heure quand tu parlais des cartes. Parce que c'est un peu mon côté paradoxal, parce que l'être humain est plein de contradictions. Moi, pour le coup, alors je suis plus architecte, mais dans mes romans de fantasy, je fais pas de cartes. Ou alors je la fais après coup. En fait, je crée mon histoire avec des lieux, tout ça, et après, je vais relire le bouquin, dire, bon, il y a tel lieu, là, il y a telle indication géographique, et là, je vais faire la carte après, d'après ce que j'ai écrit. Et j'aime, alors peut-être que plein de gens font ça, je sais pas, mais je vais jamais avoir la carte avant un travail préparatoire, et tu vois... Honnêtement, je ne me rappelle pas avoir lu un seul livre avec une carte, donc au contenu, où la carte m'ait été utile, hein, à aucun moment. Mais je les regarde très peu, tu vois, récemment, je crois que le dernier roman que j'ai lu avec une carte, c'est Diamant de Vincent Tassi.
je l'ai pas regardé du tout parce qu'en fait, je ressentais pas le besoin et dans la façon dont il présentait l'histoire, je comprenais, pardon, j'y arrive plus. Je comprenais très bien où allaient les personnages, où ils se situaient sans avoir la carte sous les C'est yeux. ça. Puis j'ai envie de te dire que si tu lis un bouquin et de la façon dont il est écrit, si tu as vraiment besoin de la carte pour comprendre de quoi il cause, c'est qu'il y a un souci quelque part. Bon, après, c'est mon opinion personnelle. Mais voilà, donc pour ou pas contre les cartes, c'est un... Tu C'est feras un un autre sondage. débat, ça. Ça sera Voilà, pour c'est ça. l'épisode que je ferai un jour sur Et après, la création société, d'univers. on va avoir l'amicale des cartographes qui va venir nous dire qu'on a déconné. Mais bon, c'est pas grave. Et avant de terminer cette ouverture sur la fantaisie, moi je voulais juste évoquer un auteur très très connu de fantaisie qui est Jardinier. Et j'étais très étonnée, moi, petite architecte que je suis, de l'apprendre. C'est J.R. Martin. J'avais fait un podcast il n'y a pas longtemps avec la garde de nuit sur l'œuvre du Trône de Fer et on parlait de ça, c'était passionnant. Mais quand je vois tout le travail, que ça soit de création d'univers, de personnages, d'intrigues, de différents points de vue, là, lui, il y a tellement de points de vue dans chaque tome, enfin, c'est impressionnant. Non, mais Quand moi, j'ai j'ai pas... appris que c'était un jardinier, j'ai dit, ah ouais, chapeau. Et même, il y a des questionnements qui se demandent, est-ce que c'est à cause de ça que maintenant, peut-être, il a pris du retard, parce qu'il avait parlé qu'il y avait le nœud de Mérine, donc c'est l'intrigue à Mérine avec Daenerys Targaryen, où il y a tellement d'intrigues politiques qui se sont emmêlées qu'ils ne savaient plus comment démêler ce nœud. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, comme quoi, vous voyez, en tant que jardinier, alors je sais pas après tout le travail préparatif qu'il a fait ou non, sachant que l'intrigue du Trône de Fer, elle repose aussi sur des références historiques de l'histoire de l'Angleterre et tout. Oui, c'est la guerre des deux roses, il me semble, C'est entre ça, les ouais, York ouais, et les c'est ça. Lancaster. Oui. Non, après, clairement, Martin n'est pas humain à la base. Non, mais je pense que là, on est dans une forme de génie en fait. C'est tout simplement ça l'explication, parce que quand on nous dit génie aujourd'hui, on pense à Léonard de Vinci, Michel-Ange, etc. Parce que ils ont laissé des traces évidentes de génie qui ne sont pas reproductibles par la plupart des mortels. Mais actuellement, dans notre époque contemporaine, il y a toujours des génies. Alors, c'est moins impressionnant, entre guillemets, que la chapelle Sixtine, clairement. Mais c'est bien là. Et je pense que Martin fait partie de ce genre de personnages de personnes qui ont du génie, tout simplement. Parce que là, on est sur un cas extrêmement complexe. Effectivement, même si maintenant on peut penser qu'il a quand même des équipes avec lui pour développer les histoires, enfin les livres qui restent à sortir. Quand il a commencé ça, il était tout seul. Et il fallait bien avoir les épaules pour le porter. Et je crois qu'il a des fact-checkers maintenant, des gens en fait qui vont dire parce que l'œuvre est Ah tellement ben c'est con, tu vois que il pourrait les prêter à Zuckerberg, ces fact-checkers. Bon. Bref, balle perdue. Allez, c'est pas grave. Oui, non, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et clairement, mais ouais, le Trône de Fer, c'est un cas de fantaisie, enfin un cas d'école, un cas d'étude assez exceptionnel. Qu'on aime ou on n'aime pas, c'est vraiment une structure narrative, etc. Ah, moi, je trouve que c'est une leçon d'écriture aussi. Ouais, moi, j'ai beaucoup appris. Et bien voilà, je te propose qu'on passe à la partie qui va être plus rapide, je pense, sur le partage de lecture. Alors là, pour cette dernière partie, elle va être un peu différente que d'habitude. On en parlait tout à l'heure avec Sanguine, mais d'habitude, on recommande des lectures autour du thème ou des romans qui utilisent bien un trope, voilà. Mais là, vu qu'on est plus sur une technique, une façon de faire qui est propre à chacun et qui va pas forcément se ressentir dans le roman en lui-même, bah, je me voyais pas dire, allez, une œuvre d'un jardinier, une œuvre d'un architecte, surtout que, à part J.R. Martin et quelques auteurs, voilà, je sais pas qui est architecte et jardinier, tu vois. Je crois que Stephen King est assez jardinier aussi. Faudra voir, parce que je sais qu'il a écrit tout un essai sur l'écriture, enfin que je lise. Ouais, mais il a une manière d'écrire qui est assez intuitive aussi. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas qu'on puisse passer peut-être en revue certaines œuvres qui se démarquent en fait par leur structure, qui sortent du commun, du classique entre guillemets. Ça veut pas dire qu'elles sont meilleures par rapport à ça, mais qui vont avoir proposé une narration différente. Et justement, moi, ces genres d'œuvres, quand je me pose la question, je me dis, mais l'auteur, comment il a fait pour pondre ça, structurer? Je vais avoir tendance à croire que c'est un architecte, et peut-être que non. Voilà. Donc, je sais que toi, tu en avais un que tu as
peut-être déjà évoqués tout à l'heure. Moi, j'en avais quelques-uns, mais je vais te laisser commencer. Eh bien, je vais revenir au roman que j'ai cité tout à l'heure, donc qui est Les mensonges de Locke Lamora, donc issu de la saga des Salauds gentilshommes. Alors, la structure, et en fait, quand je parle de ce roman-là, c'est aussi, ça concerne les deux autres, hein, donc les 3 romans parus à ce jour-là, qui sont donc Les mensonges de Locke Lamora, Des horizons, Rouge sang et La République des voleurs. C'est pas qu'ils ont une façon, enfin, d'être écrits, ils ont pas une structure incroyable, novatrice, jamais vue, hein, pas du tout. C'est juste que c'est extrêmement bien fait, et c'est pas quelque chose quand même que j'ai croisé tant de fois que ça. Et je trouve que ça apporte vraiment un souffle différent au récit. En fait, la plupart des 3 romans, donc l'action se déroule au présent, hein, donc on est vraiment en point de vue sur le personnage de Locke. Et c'est entrecoupé avec des chapitres qui vont dévoiler, qui vont raconter en fait le passé, l'enfance, surtout l'enfance de Locke et de ses compagnons, mais aussi dans un point de vue présent, hein, avec l'action directe, c'est pas narré à l'imparfait, sans dialogue, sans rien, etc. On est vraiment aussi projeté à ce moment-là. Et il y a aussi d'autres types de chapitres qui sont encore moins répandus, qui sont vraiment minoritaires, mais qui sont bien présents. Et ça, c'est pareil, c'est dans à peu près tous les romans. Ouais, tous les 3 romans. Ce sont des chapitres exclusivement basés sur le lore, en fait. Donc ça va être la ville où où les personnages sont actuellement, ça va être sur la gastronomie, ça va être sur le clergé, ça va être sur l'économie, etc. Mais c'est fait de manière à ce qu'on évite absolument l'infodump. Donc infodump, en fait, c'est quand on vous balance des infos à la gueule jusqu'à vous en gaver. Par exemple, c'est des choses qui sont très très représentées chez les écrivains débutants, qui vont justifier leur personnage ou leur idée sur 40 pages en vous expliquant que oui, en fait, il s'est passé ça, donc ça fait ça et ça fait ça. En fait, c'est juste chiant et illisible. Donc c'est ça l'infodump. Et là, il l'évite complètement. Donc en fait, on a une plongée directe dans le lore du roman. On visualise vraiment la ville, on visualise la façon de fonctionner, parce que pareil, on a une religion très structurée avec plusieurs dieux. Il y a une économie, une monnaie changeante, etc. Et ce que j'ai adoré quand même, c'est que les passages sur la gastronomie, ça n'avait rien d'utile dans le sens où c'est pas lié forcément à l'intrigue, mais c'était génial en fait, c'était passionnant, ça permettait vraiment de se projeter dans ce monde-là et d'éviter surtout donc cette manière scolaire de raconter, etc. Donc vous avez vraiment l'intrigue pur jus à 100% dans le présent qui est très haletante. Vous avez les petits moments dans le passé où on comprend pourquoi les personnages sont comme ça et comment ça influe sur le présent. Et vous avez les petits passages encore plus sur donc la structure de l'univers et qui permet de rendre ça extrêmement vivant. Et ça, c'est un des rares livres quand même, surtout en fantasy, où j'ai lu ça de cette manière-là. Et je trouve que c'est vraiment très 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 bien fait. De toute façon, Scott Lynch a quand même une capacité à manier le suspense, à construire son intrigue de manière extrêmement honnête, hein, mais en dissimulant des choses en fait où le lecteur n'est même pas conscient qu'elles sont dissimulées ou qu'elles sont omises en fait, pour les révéler à la fin, etc. Et il y a toujours des twists et des cliffhangers qui sont pas possibles, mais en restant complètement acceptable et réaliste. Pas une seule fois, je me suis dit, ouais, c'est un peu facile là quand même, ou c'était l'excuse très répandue du ta gueule, c'est magique. Non, non, là c'est c'est un autre problème aussi de la fantasy. Et là, pas du tout. Donc c'est vraiment un roman que je conseille pour sa qualité déjà, hein, rien que l'histoire est géniale, les personnages aussi. Et aussi cette qualité de narration, de structure, en fait, qui peut vraiment donner beaucoup à penser et qui peut motiver à essayer ses propres expérimentations. Et en plus, point de vue, enfin, petite, comment dire, petite cerise sur le gâteau, vous apprendrez des insultes absolument incroyables via ces livres. Vraiment beaucoup d'imagination pour insulter son prochain, c'est parfait. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce qu'en effet, très vite, on peut tomber dans de la fondum, tu sais. Et ça me fait rire parce que moi, alors je vais peut-être... certaines personnes vont peut-être crier au scandale après ce que je vais dire. Oula. Mon classique préféré, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Mais je dois reconnaître que tout un chapitre entier sur les égouts de Paris ou tout un chapitre entier sur l'argot, tu vois, ça déstabilise.
C'est ça. Pour Et être ça a honnête, du mal à passer. c'est ça. Pour être honnête, Les Misérables, je l'ai. J'ai commencé à le lire il y a un moment, mais j'ai pas beaucoup avancé. Et, enfin, pour l'instant, il n'est plus dans ma liste de lecture active. J'adore la façon d'écrire de Victor Hugo. J'adore comment il manie les mots, comment il manie la langue. C'était aussi un génie. Ça, je reviendrai jamais dessus. Mais Victor, il aimait beaucoup c'est que se lire, je pense, et se voir écrire. Et des fois, ces digressions, t'as envie de lui dire, putain, tu te faisais vraiment chier ce dimanche, c'est pas possible, quoi. Non, non, il y a des trucs, c'est pas possible. Vraiment, rien que le début, quand on a passé 15 ans avec le curé, juste pour une seule Oui, scène l'évêque de d'action, Digne, j'en peut-être pouvais toute sa plus. vie. Oh là là, j'en pouvais plus. Non, après, il faut garder à l'esprit que c'était aussi un autre siècle, c'était aussi notre manière de raconter. Aujourd'hui, c'est considéré comme de l'infodump un petit peu, mais c'était pas le cas avant. Je vais reprendre l'exemple par exemple, de Stephen King, qui est, à mon sens, aujourd'hui, un des rares auteurs capables de faire de l'infodump sans que ce soit de l'infodump. Et surtout, ça reste passionnant. Stephen King, il peut passer 4 pages à t'expliquer le passé d'un personnage qui se va voir pendant 3 minutes, même pas, donc tu reverras plus jamais après. Mais c'est génial, c'est passionnant en fait. Je pense que c'est parce qu'il arrive à l'entremêler surtout avec l'Amérique contemporaine, parce que mine de rien, il y a vraiment un point de vue d'observateur sur l'Amérique de son temps, donc depuis ses premiers écrits jusqu'à ceux de maintenant. Donc c'est pour ça que ça a toujours été très intéressant, parce que c'était toujours très vivant. Mais voilà, il y a assez peu d'auteurs qui sont capables de faire de l'infodump sans faire de l'infodump et en te passionnant du début à la fin. Ça, c'est un exercice de style et un exercice de narration qui reste très délicat. C'est intéressant ce que tu dis aussi, que Victor Hugo, c'était une autre époque. Parce que c'est vrai que les façons de faire, les attendus des lecteurs qui changent en fonction des époques, c'est normal. Mais là, en ce moment, je suis dans ma période Les Misérables, parce que Mm. c'est un de mes romans préférés. Je suis allée voir la comédie musicale au Châtelet la semaine dernière. Donc, je suis en mode, quand j'ai un truc, je le fais pas à moitié. Je consomme que ça, que ça, que ça. Donc, j'écoute plein de podcasts, vidéos, machin. Bref, tout ça pour dire que dans un des podcasts que j'écoutais, qui parlait justement de l'évêque de Digne et tout ça, la bataille de Waterloo qui est décrite en détail et tout. Mm. Plus généralement, les auteurs de cette époque du 19e siècle, et pour reprendre par exemple une autre œuvre de Hugo, Notre-Dame de Paris, où pareil, tu as des longs passages Ouais, ça, euh, je sur... l'avais lu. voilà. Et alors, je suis désolée, je sais plus qui a dit ça, ou j'ai entendu ça, mais la personne expliquait qu'en fait, c'est des choses qui peuvent nous paraître redondantes maintenant, parce qu'en fait, on a un imaginaire et une connaissance de certaines périodes qui sont bâties, en fait. Par exemple, le Moyen-Âge, on ferme les yeux, on sait c'est quoi, on visualise des fois avec des clichés, des Mm. trucs faux, mais on visualise quand même. En fait, tout ça, c'est des choses, c'est un imaginaire qui est bâti sur les œuvres du 19e siècle. C'est Donc, ça. au 19e siècle, quand les auteurs font ça, il n'y a pas d'un imaginaire préétabli. C'est eux qui l'ont construit à cette époque-là. Donc, les gens de cette époque-là, en fait, il y avait une posture scolaire. On Mm. expliquait clairement dans les romans, dans la fiction, on expliquait ce que c'était le Moyen-Âge par le passé. Après, il Nous, y avait quand maintenant, même on l'a tellement acquis qu'on a l'impression que c'est du redit, mais à l'époque, mm, c'était nouveau. Les gens ne connaissaient pas. tout à fait. Après, il y a quand même des styles variés. Il y a des auteurs plus digestes que d'autres, on va dire. C'est vrai. Il me semble que c'est Zola qui est capable de passer 15 pages et d'écrire à une charpente. Donc, aussi. Moi, j'avais ça avec Balzac. J'avais Oui, commencé Eugénie de Grandet au lycée. c'est ça. Il y Et a des j'ai auteurs, abandonné parce que la description de la maison au début, je pouvais pas. voilà, il y a des auteurs plus faciles à lire, entre guillemets, plus digestes que d'autres. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi, je sais que pour certains auteurs classiques, j'aime beaucoup, et d'autres, j'y suis absolument réfractaire, c'est pas la peine. Je sais que, par exemple, Pascal, il m'a gonflé, mais d'un point de vue... Ah, j'aurais pu lancer un dirigeable, hein, tellement il m'a gonflé. Enfin bon, c'était une autre... c'est une autre histoire. Mais ça reste quand même intéressant, et de toute façon, je pense que quand on veut écrire, il faut savoir lire donc autant des classiques que des auteurs contemporains, bien sûr. Et il faut savoir un petit peu avoir connaissance de différentes manières de structurer un récit, et surtout admettre qu'il n'y en a pas qu'une seule. Puis aujourd'hui, je pense qu'on est quand même dans une ère éditoriale intéressante. Alors, il y a du bien, du moins bien, bien sûr, mais je pense qu'on est plus dans une ère de prise de risque qu'avant, hein, parce qu'on a quand même traversé de nombreuses années avec justement une absence de prise de risque assez marquée. Là,
il y a de plus en plus d'éditeurs qui s'ouvrent à des choses un peu nouvelles, des choses qu'on n'a pas encore vues, etc. Moi, j'avais croisé un livre en librairie, alors je ne me rappelle plus du titre, malheureusement. Je pense qu'il est retrouvable assez facilement. Je crois que c'était une dystopie qui était écrite par un gamin, en tout cas d'un personnage assez jeune, donc c'est après une espèce d'apocalypse, je sais plus quoi, et donc de manière réaliste en fait par rapport à l'intrigue, tout le bouquin était écrit en phonétique. Alors c'était horrible pour les yeux, franchement c'était limite imbitable des fois, mais c'était une super idée parce que ça collait parfaitement à l'intrigue et au fait que le gamin il ait jamais été à l'école ou des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui n'aurait pas pu exister de façon, de manière assez proche, en fait, parce que tout le bouquin est écrit effectivement en phonétique et c'est affreux, hein, vraiment, mais ça reste lisible et c'est plutôt intéressant. Bon, je l'ai pas lu en entier, je l'ai pas acheté, j'avoue. J'ai pas eu le courage parce que bon, moi, les fautes d'orthographe, je supporte pas, mais c'était super intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je disais, donc il y a plus une ouverture d'esprit par rapport aux structures différentes et aux prises de risques en fait. Alors tout n'est pas forcément une bonne idée, mais c'est justement en multipliant ce genre d'expérience qu'on peut arriver à des procédés vachement intéressants, des nouveaux genres peut-être, et surtout des romans qui ne se ressemblent pas tous et qui n'ont pas une uniformité qui est quand même triste à pleurer. Bah, ça me permet justement de rebondir sur ce que tu dis avec ma petite liste de romans. Alors j'en ai lu certains, mais pas tous encore, mais qui sont connus pour certains pour en fait justement l'innovation entre guillemets qu'il y a dans la structure du récit. Alors il y en a, ça reste quand même, c'est pas révolutionnaire non plus, mais on a je sais pas comment on appelle ça, les récits en poupée russe, je sais pas, ou les récits enchâssés ou récits à tiroir. Par exemple, là, il est connu parce que je viens de le finir, mais c'est un classique, Les Hauts du Hurlevent d'Émilie Brontë, où en fait, c'est vraiment, voilà, il y a plusieurs couches. On suit, il y a un narrateur externe qui va suivre le personnage Lockwood. Enfin, je l'ai lu il y a un mois, j'ai déjà. Le personnage de Lockwood, qui lui-même va rencontrer le personnage de Nelly, et le personnage de Nelly va raconter l'histoire de Catherine Heathcliff, donc c'est une narratrice à la première personne qui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, et elle-même dans ce récit, d'autres personnages vont prendre la parole, tu vois. C'est tu commences, tu crois que c'est Lockwood que le personnage, et en fait, il va écouter l'histoire de quelqu'un d'autre qui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Vraiment, et ça passe crème, tu vois. Mais moi, je trouve ça intéressant, ce genre déjà de récit, de la structuration. Et plus récemment, je crois que un exemple qui est assez connu dans l'imaginaire français, c'est Apostasie de Vincent Tassi qui reprend un peu ça. Où t'as le personnage, alors Anselme, je sais plus, là j'ai lu il y a longtemps, qui va rencontrer, donc on suit Anselme au début, qui va rencontrer le vampire, j'ai oublié le nom, qui lui-même va raconter l'histoire de la princesse Apostasie, etc. Donc on a encore une fois ces romans ces histoires dans les histoires que je trouve hyper intéressant. Apostasie, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Apostasie, je crois que c'est le seul livre que je vends en salon quand je donne un coup de main, que je vends en salon sans pouvoir parler concrètement de ce dont il parle, tellement il est spécial, il est spécifique en fait. Il a une Oui, c'est une structure. expérience de lecture, Voilà, clairement. c'est Autant ça. par la plume que par C'est la ça, structure. voilà. Donc c'est vraiment, on peut pas en dire grand-chose dessus. Pas qu'on veut pas hein, ou qu'on s'en souvient pas, c'est juste que lisez-le. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Lisez-le, il est bien, il est vraiment bien. Et dans le même genre, il y a un francophone aussi, Cocorico. Hein. Il y a La Cité diaphane d'Anouk Faure, je sais pas si tu l'as lu. Non, je l'ai pas lu, mais je vois ce que c'est. Et clairement, outre l'univers qui est top, un peu à Dark Souls, qui est vraiment une fantaisie gothique qui reste en tête, moi, ce qui m'a vraiment se démarque, c'est l'utilisation de la première personne, j'en dirai pas plus, et la structure de récit, par exemple. Aussi, on va switcher d'un personnage à l'autre et d'une intrigue à l'autre d'une façon... de mémoire, c'est pas vraiment en poupée russe comme Apostasie, mais moi, je trouve que la forme est hyper intéressante, hyper novatrice, et elle sert l'intrigue aussi. C'est pas qu'une question de choix stylistique, vraiment, c'est lié, les deux sont indissociables. Je peux pas en dire plus, donc c'est aussi un roman qu'il faut découvrir. Moi, j'en savais quasi rien quand je l'ai commencé, ça a vraiment été une expérience. Mais c'est ça. Moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait plus d'expérimentation, qu'on voit de plus en plus de livres arriver avec des structures narratives qui ne sont pas, comment dire, qui sont pas très usitées, qui sont pas scolaires, qui sont pas classiques, on va dire. Parce que je pense
surtout en France, hein, on s'accroche beaucoup à une idée de la littérature, etc. On l'a vraiment codifié, on est dans des cases, c'est assez pénible. D'ailleurs, quand on va dans les librairies, on voit assez le reflet actuel donc de ces cases-là. Et je trouve ça extrêmement dommage parce qu'il faut plus de livres qui questionnent par rapport à la structure, donc, et surtout qui nous fassent comprendre qu'il y a plein de manières différentes de raconter une histoire. Et j'ai noté pour terminer sur ce genre de livre des romans que j'ai pas encore lus, mais dont le concept m'intéresse par rapport justement à prendre à revers la structure narrative classique, la structure linéaire en fait. Je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, je crois que c'est le roman Chanson douce de Leila Slimani, qui est un récit inverse. En fait, ça commence par la fin et ça remonte jusqu'au commencement de l'histoire. C'est un peu comme il y a un film de Nolan comme ça. J'ai un album graphique là-dessus, Aussi. comme ça, qui s'appelle Malgré tout, qui est très très sympa. Enfin, j'en dis pas plus non plus, mais je le conseille, il est vraiment très chouette. Tu vois, c'est pas un truc qui a jamais été fait avant, mais c'est toujours un exercice qui est intéressant. Parce que là, du coup, je me demande comment elle a conceptualisé, enfin, imaginé plutôt l'histoire, puisqu'elle va raconter à rebours dans le sens inverse. Ce qui est un truc qui va contre l'ordre naturel des choses, en fait. Donc, est-ce que tu vois, est-ce qu'elle l'a fait dans un premier temps, elle l'a imaginé dans le sens chronologique, et après, elle a remonté l'histoire dans le sens inverse? C'est possible, mais c'est un peu comme réciter l'alphabet à l'envers. Ça te demande juste un minimum de gymnastique le temps que ton esprit se fasse à cette idée-là, mais techniquement, tu connais l'alphabet, donc tu peux le réciter à l'envers. Et enfin, je voulais citer 2 romans que j'ai pas encore lus, mais qui me font un peu peur parce qu'ils sont connus pour leur forme, justement, qui dynamite presque la trame narrative. Alors d'un côté, t'as le roman, c'est Marelle de Julio Cortázar, je crois. Alors j'en avais entendu parler sur la chaîne de Samantha Belli, parce que c'est une œuvre qui l'avait marquée, et je crois qu'elle avait écrit aussi un truc par rapport à ça. Et je sais pas du tout de quoi ça parle, Marelle, mais je sais que le concept, c'est que c'est un roman, tu peux choisir de le lire soit de façon classique linéaire, ou soit tu peux le lire en puzzle, en fait, les chapitres dans un autre sens. Et le fait de choisir juste en puzzle, ça serait hyper intéressant. Alors, mais là, le fait qu'elle choisit entre les deux, ça veut dire que les deux réussissent à donner un sens à quelque chose. Franchement, ça doit être rien que pour ça, j'ai envie de découvrir. Et un autre, il est très connu. Maintenant, il a beaucoup fait parler de lui dans le monde de l'imaginaire, et même plus, c'est La Maison des Feuilles de... Alors attention, Marc Danielewski. Je l'ai peut-être accroché son nom. Je vois ce que c'est, mais je l'ai pas lu. Mais moi, il me fait un peu peur parce que justement, pareil. Alors là, t'as aussi, alors pour le coup, on peut le mettre dans les poupées russes parce que c'est un récit dans le récit. Je crois que c'est de mémoire. C'est complexe. Il y a au moins 10 couches. C'est un personnage. Mais c'est plus un livre, c'est un oignon alors. Ah, c'est vraiment ça. Et c'est un personnage qui va tomber sur des enregistrements ou l'étude de quelqu'un qui a étudié des films retrouvés, un documentaire perdu, et le documentaire raconte l'histoire d'une famille qui est dans une maison où il découvre qu'il y a une pièce supplémentaire dans la maison, et en fait il y a comme un gouffre sous la maison qui vont explorer. Tu vois, rien que ça. Et moi, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'intéresse, c'est tout le côté qu'est-ce qu'il y a dans ce foutu gouffre qu'ils vont explorer cette maison. Et je sais qu'il y a tous les couches avant de l'oignon, parce qu'en fait, tu vas avoir des annotations du mec. Tu vas avoir les annotations du mec qui fait une thèse sur ce documentaire, et tu vas avoir les remarques du personnage qui lit la thèse. Et même dans la forme, des fois, tu as des trous, des carrés noirs, des mots qui manquent, c'est écrit dans tous les sens. Enfin, c'est une expérience. Tu nous feras un retour. Écoute, je sais pas tout de suite, parce qu'en fait, ça demande vraiment, c'est une lecture que tu dois être investi, que tu dois être concentré, quoi. Même actif, et j'ai pas le temps en ce moment. un jour. Mais si vous connaissez la chaîne YouTube Alt 236, je crois. C'est une chaîne YouTube que j'adore, que je recommande, qui fait des formats dédiés à... Il a fait pour Lovecraft, Berserk, comment ça s'appelle, celui qui a fait les Pinhead, là, c'est qui? Ah, Hellraiser.
Je crois, c'est ça. Et en fait, il a fait vraiment, il fait un format que je vous mettrai en description. Vraiment, il est en voix off et il explique tous ces univers un peu étranges qui se démarquent justement par le côté glauque, leur personnage ou leur concept. Et il a fait un épisode sur la Maison des Feuilles qui est passionnant. Donc c'est pour ça que j'arrive à en parler sans l'avoir lu. Parce que voilà. Parce que grâce aux gens qui l'ont réussi à le lire et qui ont pu mais c'est vraiment une expérience de lecture, il y a des gens qui peuvent être complètement hermétiques, quoi. Et alors, question, comment il a structuré ça, comment il a imaginé ça, t'imagines? Donc voilà pour c'est plus une liste que des recommandations parce qu'il y en a certains que j'ai pas lus, mais voilà, c'est pour vous donner des idées. À vous en commentaire de nous dire si vous avez des livres qui vous ont marqué par leur structure narrative qui sort un peu de l'ordinaire. Et bien voilà, Sanguine, on arrive au terme de cet épisode qui a été passionnant. J'ai adoré échanger avec toi autour de nos différentes méthodes. J'espère que les auditeurs ont pu se reconnaître, apprendre des choses aussi. J'espère qu'il y aura une grande bataille entre les architectes et les jardiniers. Oui, sur Spotify, on peut mettre des sondages, alors allez-y. Mais je crois que c'est que 2 réponses, donc je pourrais pas mettre genre paysagiste, désolé Magali. Ça sera vraiment un spectre, quoi. Est-ce que vous êtes plutôt du côté jardinier ou plutôt du côté architecte? Venez chez les jardiniers, on a des pelles. Et donc, avant de nous quitter, est-ce que tu voudrais nous parler, je sais pas, de tes actualités ou de tes projets en cours? Tu as le droit de garder le silence aussi si tu veux rester secrète. Voilà, sinon ce sera retenu contre moi. Là, actuellement, je suis en correction d'un manuscrit, donc le dernier manuscrit que j'ai achevé, donc je l'avais achevé en fin août. Ouais, il me semble, c'était fin août. C'est un manuscrit de littérature blanche, donc aussi appelé littérature générale. En gros, c'est la littérature qui n'a pas de genre spécifique, que vous trouvez le plus en librairie. Donc la littérature générale, il faut pas croire, hein, j'en lis et j'en écris un peu. Donc celui-là, c'est mon premier du genre. Et là où c'est un peu compliqué, c'est que c'est un roman qui est écrit en rime, en fait. Alors, c'est pas du tout une poésie, hein, c'est pas ça du tout, c'est pas des vers, c'est pas des choses de ce genre-là. C'est juste que c'est une structure justement narrative, pour revenir dessus, qui est assez particulière, parce qu'on est à la première personne, on est dans la tête de la protagoniste, qui est Ava, qui a 16 ans. Et c'est un roman que je ne pouvais pas envisager d'écrire autrement, en fait. Donc il est écrit comme des pensées, comme des fulgurances, des pensées tout le temps, tout le temps, tout le temps, etc. Même s'il y a une action présente et des dialogues, bien sûr, en temps réel entre les protagonistes. Mais voilà, on est majoritairement dans la tête d'Ava, et pour rythmer le récit, pour rythmer vraiment sa narration, j'ai cette notion de rime, de mots qui se trouvent les uns les autres, qui font écho. Et alors, c'était super à écrire, vraiment, c'était très libérateur. D'un autre côté, il y avait quand même comment dire, ah mince, je perds mes mots. C'était des contraintes, voilà. Il y avait quand même des contraintes parce que quand vous écrivez comme ça, vous pouvez pas faire des phrases quand même de 3 kilomètres et vous devez distiller le cœur de l'info le plus clairement, le plus simplement possible pour que ça fasse mouche. Donc là, c'était la plus grosse contrainte, mais d'un autre côté, pouvoir vraiment faire chanter vraiment les mots, vraiment les faire parler d'eux-mêmes et avoir ce rythme-là qui coule, c'était super à écrire. Et plus je le corrige, plus ça devient fluide, parce que là, c'était vraiment le premier jet brut, et c'est la première fois qu'il faut autant que je retravaille un premier jet, parce que là, on a donc cette notion de rime. Mais c'est très très intéressant à faire, et plus ça avance, plus c'est fluide, et vraiment j'aime beaucoup. Alors, j'attends de voir ce que me diront les éditeurs, s'ils vont me demander, et s'ils vont me dire ah c'est intéressant, ou mais qu'est-ce que vous avez branlé, pardon. Mais franchement, à mon avis, ça va passer ou ça va casser, mais d'une force. Enfin, j'avoue que j'ai un peu peur quand je vais devoir soumettre à des éditeurs, parce qu'à mon avis, c'est pas gagné. Mais je pense que c'est quand même une histoire qui mérite d'être lue, d'être racontée, et qui est quand même, c'est pas une histoire novatrice ou quoi que ce soit, j'ai rien inventé de particulièrement. Mais la façon dont elle est racontée, je pense qu'elle est unique. Vraiment. Et moi, j'ai envie d'y croire, et on va voir ce que ça va donner. Donc, pour l'instant, je suis en train de finir de la corriger. Ça me prend assez de temps quand même.
Peut-être qu'éventuellement, j'aimerais le faire relire une dernière fois quand il sera entièrement corrigé, parce que jusqu'ici, les personnes qui l'ont lu, elles ont eu la version brute. D'ailleurs, je vous félicite, bravo pour votre sacrifice, parce que vraiment, les premiers chapitres, c'était très brut. Je cherchais encore le rythme des mots, donc c'était pas ça. Mais elles l'ont lu quand même, elles l'ont aimé, donc je me dis, bon, si c'était... ça a l'air d'être quand même un bon pari. On verra ça. Et donc ça, c'est mon projet actuel. D'un autre côté, je suis en train d'écrire un manuscrit qui est aussi fantastique, donc comme mes sorties précédentes, donc plus fantastique sombre. Je ne dirai qu'un mot, c'est vampire. Donc après, on verra ce que ça donne. Mais c'est aussi une histoire que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de continuer un peu plus. Pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de lectures dessus, parce que j'ai gardé assez secrète. Je l'ai montré qu'à une seule personne. Donc on verra si elle a envie de continuer à la lire et comment ça va se passer. J'aimerais aussi reprendre le projet de ma vie. C'est tellement hautain de dire ça, mais il y avait à peu près un an, j'avais commencé un manuscrit. D'ailleurs, j'en ai parlé assez fréquemment sur une durée de temps sur mon compte autrice. C'était le manuscrit que j'appelle La tragédie des roses, qui est un roman à la fois fantastique, à la fois gothique, à la fois historique. Donc pas dans le même genre que Ici les ténèbres, c'est encore autre chose. Et c'est un roman qui est extrêmement précieux, extrêmement important, mais qui est extrêmement difficile à écrire. Je crois que c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais écrite, même devant les trucs avec les rimes. C'est que il y a un niveau de langage, en fait, c'est un niveau comment dire, d'implication émotionnelle et surtout d'esthétisme qui est très poussé. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est très poussé. Donc, ça me demande des efforts assez titanesques qui me drainent pas mal. Donc, je l'ai mis en pause pour l'instant, sachant que j'ai quand même écrit pas mal déjà dessus. Et je pense que c'est un roman que je vais être obligée de découper en plusieurs tomes, parce que sinon, je m'en sortirai pas. Enfin, aucun éditeur n'acceptera. Il a un pavé de je sais pas combien de pages. Donc voilà, pour l'instant, il est en stand-by, mais je l'ai absolument pas abandonné. J'essaie juste de reconcentrer mes forces, puisque j'ai quand même eu une année aussi qui a été absolument horrible. Donc j'ai perdu beaucoup de puissance, on va dire, de travail. Donc j'essaie d'y revenir plus ou moins petit à petit. Et sinon, un autre projet, alors ça va peut-être surprendre les gens qui me connaissent un peu. En plus, c'est un projet qui est dans ma tête depuis 2 ans, qui attend, il est sur liste d'attente en fait. J'ai une liste d'attente de projets comme des post-it mentaux. Donc c'est vraiment les bouquins que j'ai envie d'écrire. Celui-là, ça fait 2 ans qu'il attend son tour. À chaque fois, il y a quelqu'un qui lui grille la priorité, c'est terrible. C'est un roman qui va parler de danse, en fait, sur la danse. Donc, il n'y a pas de fantastique, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas parlé que de ça. Et ça va pas être machine ballerine au pays des étoiles, hein, pas du tout. Mais ça va parler vraiment de danse et plein d'autres choses. Et j'ai vraiment absolument hâte de l'écrire. Et au point où j'en suis, je pense qu'il va s'écrire tout seul, parce que ça fait 2 ans que je rumine dessus. Donc, les selles, elles sont déjà presque toutes là. Voilà. Donc, c'est mon actualité dont j'ai envie de parler, que je peux dévoiler là tout de suite maintenant. Et après, pour le reste des projets, j'en parlerai le temps venu sur mon compte autrice. Voilà. Bah écoute, c'est plein de beaux projets. Je peux te dire qu'on va tous y croire avec toi. Moi, j'ai très envie qu'ils tous se concrétisent. Parce C'est que gentil. tu disais en début d'épisode, tu fais partie de ces autrices que je suivrai vers d'autres horizons, parce que voilà, je te fais confiance. Donc si tu pouvais tous, ce serait parfait. Oui, je serais là. J'aimerais bien. Il faut motiver des éditeurs là. Allez. Parce que ouais, repartir en parcours éditorial, j'avoue, je suis pas pressée, mais bon, faut faire ce qu'il faut. Hein. Donc voilà, on verra comment ça se passe, on verra s'ils seront accueillis ou pas, ces projets, et en combien de temps. En tout cas, déjà, félicitations d'avoir écrit, parce que déjà, c'est déjà une victoire en soi d'écrire un roman du début à la fin. Mmh. Et surtout avec cette forme très intéressante en rime. Donc déjà, bravo à toi d'avoir réussi Merci cette beaucoup. étape. J'avoue que je le referai jamais. Non, vraiment, c'est bien d'écrire comme ça en premier jet, mais alors quand il faut le corriger, oh Seigneur Dieu. Donc non, vraiment non, c'est un truc que je déconseille, ne le faites pas si vous tenez à votre santé mentale. Vraiment, ne le faites pas. Et sur ce bon conseil, je te donne une dernière question. Oui, dis-moi. Et sur quels réseaux sociaux on peut te suivre? Comme ça, je les mettrai en barre d'infos. Au niveau des réseaux sociaux, mon compte autrice donc s'appelle Sanguinolangre.
c'est tout simple, puisque mon nom d'autrice, c'est Sanguine. Donc ça concerne uniquement mes activités autour de l'écriture, mes conversations autour, les articles que je fais, plus ou moins drôles, plus ou moins inspirés d'ailleurs, et les lectures, etc. Donc là, c'est vraiment au niveau de la plume, mais ça s'adresse autant aux auteurs qu'aux lecteurs, tout le monde est bienvenu. Si vous êtes intéressé par mes comptes plus artistiques, donc vous avez Hydranemone, comme dit au début de podcast, qui se concentre sur mon travail de photographie avec les poupées, avec les BJD. Et j'ai encore un autre compte artistique qui peut être pertinent ou pas, vous en jugerez, donc qui concerne uniquement mon travail photo expérimental, donc sans poupée, sans rien, qui lui par contre est en anglais exclusivement, puisque c'est ouvert international, entre guillemets, donc même la poésie que j'y mets là-bas est en anglais. Donc il s'appelle Beastiful, Créature. Donc je vous passe l'accent anglais déplorable, vous le verrez écrit dans la légende, ce sera beaucoup plus simple, parce que je suis incapable de le dire correctement. Mais voilà, c'est un compte que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps, et je pense qu'il est prometteur, donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est tout ce que j'ai en réseaux sociaux à vous proposer. Tu l'écris comment, Beastiful, comme la Oui, Beast comme The Beast, Ouais. et comme Beautiful, c'est la contraction en fait. Ah, c'est bon. Et Je l'ai. Voilà. Ok. Ah bah je suivais déjà, oui. Donc c'est Mais bon. voilà. Et bah je mets tout ça en barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver les actualités de Sanguine et aussi toutes ces créations artistiques. Voilà. Il y a quand même une constance, ces écrivains français, c'est putain, qu'est-ce qu'on sait pas parler anglais. Bref. Voilà, mais merci à toi en tout cas pour ce podcast, c'était très très intéressant. Merci à toi d'avoir pris 2 heures de ton temps pour discuter écriture. Voilà, bah écoute, c'était sympa. Alors je ne réécouterai pas ce podcast à mon avis, parce que je suis incapable de supporter ma propre voix. Donc j'espère qu'il sera bien et intéressant, et qu'il vous plaira. Faudra me dire, parce que moi je peux pas écouter. Enfin pas pour tout de suite en tout cas. Je n'en doute pas, et puis mes auditeurs auditrices ils sont très gentils. Voilà, ça va. Eh bien, merci à toi Sanguine, merci à tous ceux qui nous écoutent. Moi, je vous dis rendez-vous le mois prochain, le 14 février et non pas le 15. Vous avez peut-être un indice sur le prochain épisode. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes séances d'écriture. Et à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _ podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!